Bonjour Antoine, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur le podcast Divergent et généralement je démarre sur les chapeaux de roue et tu feras pas exception, du coup je te laisse pas en placer une seule et je te dis bonjour Antoine, comment est-ce que tu présentes aux personnes qui te découvrent justement? Bonjour Sandra, merci. Comment est-ce que je me présente? Je raconte, j'aime bien dire que je suis trois casquettes. Je fais du coaching en one-one avec des dirigeants d'entreprise ou des entrepreneurs assez avancés dans Mhm. leur parcours entrepreneurial ou leur parcours de vie. Je fais aussi du coaching de groupe pour des entrepreneurs avancés aussi ou pour des entrepreneurs qui se lancent via des programmes. Je fais aussi de la formation parce que j'ai lancé un incubateur en 2020 d'entrepreneurs là, pour apprendre aux entrepreneurs à devenir entrepreneur sur la posture, la connaissance de soi, quelques connaissances aussi, en business. Hem, Parce que je pense qu'on en reparlera, parce que j'en ai beaucoup souffert aussi de ça, de se lancer comme un foufou sans base. Et puis après, je suis aussi conférencier, parce que chaque année, je fais une tournée de conférences en France, Belgique et la prochaine, on passe en Suisse aussi. Donc ça, c'est une aventure incroyable qui m'anime énormément. J'adore animer des conférences. Donc voilà, coaching, formation, peut-être aussi un peu mentorat, on pourrait dire pour les gens qui se lancent et conférences. Hem, Si je devais me présenter en dehors de mes casquettes métiers, heu, je dirais que je suis une personne qui adore les extrêmes, et qui a appris à, les accepter. J'adore dormir dans la nature en partant avec le minimum de matériel, sans tente. Je me fais ma nourriture sur place, je me fais mon pain sur place et cetera. Et j'adore aussi les palaces de luxe et j'ai appris à apprécier les 2 et j'aime me connecter comme ça aux extrêmes. J'aime, me challenger, physiquement et mentalement depuis toujours et voilà. Donc ça, c'est peut-être la présentation un peu plus atypique comme Ok, on a pu employer le mot cool. tout à l'heure. Ah ouais, effectivement. Et justement, en fait, dans la même, on va continuer un petit peu le jeu là, c'est que je propose souvent à mes invités le jeu du portrait chinois. En gros, c'est l'espace d'un instant, si tu n'es plus Antoine, l'être humain, et que tu peux être quelque chose d'autre, qu'est-ce que tu serais et pourquoi? Quand tu dis quelque chose, c'est un animal, un objet, peu Tu peux importe? voilà, c'est ça, une mélodie, une couleur, ouais, tu ce que tu veux, vraiment. Qu'est-ce qui te vient en premier? Waouh. Moi, ce qui m'est venu en premier, c'est mon animal totem. J'avais fait un voyage chamanique une fois et c'est l'aigle. Mmh. J'adore cet animal. C'est majestueux, ça a une vision, c'est en haut de la chaîne alimentaire, je pense que c'est aussi important. Je suis végétarien, mais là, je parle si vraiment j'étais un animal, je préfère être en haut de la chaîne quand même. Donc Et majestueux, la vision, en haut de la chaîne alimentaire. ouais, bon, ça, c'est plus pour une blague, si tu veux le noter, tu peux le noter. Non, et puis c'est un animal qui ouais, c'est inspirant, je on est tous, quand on roule sur la route, qu'on voit un rapace, un aigle, on dit: «Ah regarde!» C'est quelque chose qui attire l'œil, Mmh. qui qui impose une certaine énergie. Mmh. Je trouve ça c'est intéressant. Après, je t'avoue que des fois, quand je vois mes chats, je me dis: «Ce serait quand même cool d'être un chat». On te nourrit, on te fait des câlins, tu dors et quand tu fais chier ton maître, 1 minute après, tu lui fais des yeux doux et ça marche quand même, mais bon, je t'avoue que, je suis très heureux d'être un humain parce qu'on a un champ infini des possibles que j'ai l'impression les animaux n'ont pas forcément et qu'encore moins un objet ou une couleur. Donc ouais, je te dirais un aigle, ouais. Ouais, Un aigle. OK, ouais, cool. Pour le côté majestueux, la vision, et la liberté le côté aussi, asp c'est ouais. Mmh. ouais, il se déplace, il a pas de limite, Mmh. il peut aller, peut-être alors le seul défaut de l'aigle qui peut parfois m'inspirer chez d'autres oiseaux, c'est le côté migrateur. Mmh. J'ai toujours été admiratif des oiseaux migrateurs qui traversent des continents, qui font des milliers de kilomètres chaque année, moi je trouve ça incroyable. OK. Je trouve ça Donc fasciné extraordinaire. aussi par le côté mobile, on va dire, de ou Mmh, migrateur, comme tu disais, de certains oiseaux, ici pas l'aigle, mais en tout cas c'est aussi important quelque chose enfin, l'idée évidemment du portrait chinois, tu te doutes bien, c'est après de faire un peu des parallèles avec, ce que tu complètement. vas nous partager et là on entend déjà avec, ce que tu nous partages que voilà, la liberté, le côté de voir Ouais, loin, d'avoir une vision,
de prendre de la hauteur peut-être aussi. Quand Mmh. tu parlais de ce côté en haut de la chaîne alimentaire, moi j'entends derrière, au-delà de la blague, j'entends le côté pouvoir prendre de la hauteur par rapport à ce qui est en bas. Puis il y a quand Mmh. même un truc aussi de pouvoir, comme c'est majestueux, que il y a une sorte de besoin d'être regardé, d'être, tu sais, d'attirer l'œil, comme tu disais. Il Complètement y besoin de a un reconnaissance, ouais. truc, ouais, c'est ça, un besoin comme Mmh. ça, un peu de reconnaissance et en même temps, voilà, ce côté un peu imposant qui, voilà, tu passes pas inaperçu, quoi, en gros. En fait, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est un potentiel qui est exploité sur différents piliers. Moi, je trouve rien de. Enfin, si, mais c'est pour l'exemple, mais je trouve rien de plus triste qu'un oiseau dans une cage, quoi. Moi, je trouve ça horrible. C'est Mm. horrible. Mais ça revient à cette notion de valeur importante pour toi, à mon avis, là, vite fait comme ça, j'irais de liberté. Ouais, complètement. Quand tu disais aussi, tu vois, dans l'exploration des polarités, il y a un peu de ça. Au Mmh. plus on est et de les accepter. Parce que comme tu disais, c'est pas tout de juste explorer toutes les nuances, on va dire, mais c'est aussi de pouvoir se libérer du coup d'un éventuel jugement ou d'une éventuelle fierté qu'on peut avoir à un endroit plutôt qu'un autre. Alors que quand on embrasse la totalité, on est dans un endroit plus, voilà, plus d'acceptation, plus de libre, vraiment, au sens, en tout cas, tu parlais de, voilà, d'état d'esprit, de l'entrepreneur et tout ça. Donc, je pense que ça va sûrement faire un lien avec ton histoire. C'est Et sûr. justement, c'est le propos du podcast. Donc, voilà. L'invitation pour toi aujourd'hui, Antoine, c'est raconte-nous ton histoire. Tu la commences où tu veux. Tu en dis ce que tu veux. Tu la termines où tu veux aussi. Et on a le Mmh. temps. Ok, très bien. Là, c'est bon, j'y vais là. Feu. Feu, feu. Ok, Vas-y, feu. action, Allez, c'est action. parti. Il était une fois. Il était une fois. Non, non, je plaisante. Je Fais comme suis tu le le sens. premier, je suis le premier de la famille. Je pense que ça a joué sur différents aspects. Mmh. Hem, je bon, je vais commencer mon histoire très tôt. J'étais un assez bon élève. Heu, Mmh. bon, en même temps, la maternelle, début de l'école, j'étais voilà, école primaire, j'étais dans les premiers de la classe, très bon élève, jusqu'à ce que j'arrive en CE1. Tu sais ce qu'on apprend en CE1? Tu te rappelles? Non. Non? Les tables de multiplication. Ah oui, mon Dieu, oui. Voilà, tu vois? Ça fait le même effet que moi. Oui. C'est la première fois de ma vie où je me dis: «Mais je comprends pas pourquoi on nous oblige à apprendre par cœur, des tables de multiplication» et c'était un vrai traumatisme pour moi. Je dis: «Mais c'était horrible». Enfin bref. J'ai pas non plus de moyens mémotechniques parce qu'à l'école, on nous apprend pas des moyens mémotechniques, on nous apprend à apprendre par cœur Mmh. et donc moi, je refuse et je me mets à dessiner, enfin à imaginer des mondes et cetera dans ma tête et donc je me reprends mes premières tollées en fait scolaires, jusqu'à ce que le le prof qui était aussi le directeur de l'école me convoque avec ma mère et lui dit elle était là et j'étais là. Elle lui dit, enfin il lui dit: «Votre fils n'ira jamais loin dans sa vie» et tu sais quand tu as, je crois que tu as quel âge? Tu as 6-7 ans, donc tu enregistres encore vachement bien les informations à ce moment-là. Mmh. Tu es éponge. Moi j'en fais une vérité Mmh. et à partir de ce moment-là, j'ai été moyen, heu, jusqu'au lycée, fin de lycée, j'ai été moyen dans tous mes domaines de vie. Parce que de toute façon dans ma tête, mais j'irai pas loin. Donc ça sert à rien Mmh. de me débattre ou de créer quelque chose. Donc là, je commence à vivre un certain mal-être, il commence à y avoir des conflits familiaux, je me sens pas forcément bien à ma place, et je commence à pas détester l'école, mais à avoir une vraie frustration vis-à-vis de ça. Mmh. J'arrive au collège, je commence assez bien mon collège, puis je sais pas ce qui se passe, j'ai jamais, découvert d'élément déclencheur, hein. Je perds totalement, en estime personnelle et je tombe, addict aux jeux vidéo. Vraiment addict aux jeux vidéo, je me couche tard le soir, alors que je pense que j'ai fait partie des derniers enfants sur terre à se faire engueuler parce qu'ils lisaient trop tard le soir, tu vois? Je pense qu'aujourd'hui les parents rêveraient d'engueuler leurs enfants parce qu'ils lisent trop tard, alors que maintenant ils jouent aux jeux vidéo, tu vois? Ou des choses comme ça, ils regardent la télé, mais vraiment je lisais beaucoup à l'époque et donc voilà, là je suis addict aux jeux vidéo, je me couche tard le soir, je me lève parfois même à 6 heures le matin pour jouer avant d'aller au collège. C'est vraiment, à fond. Une Je me addiction, crée quoi. Mmh. ouais, je me crée un Vraiment. monde parallèle et je me réfugie dedans. Hem, je vis une période très dure parce que, je commence à me faire taper dessus, je commence à me faire bizuter.
Et ça, je le vis très mal. Hem, Tu sais, parfois, on dit, «Ouais, c'est dur d'être une fille, d'être une femme» et cetera. En fait, moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de faire des différences parce que, quand tu es un garçon et un homme, bah, tu as aussi la pression sociale du «il faut être fort» et cetera et quand tu te fais taper dessus, que tout le monde rigole, c'est horrible. Tu as l'impression de c'est une impression, encore une fois, à cet âge-là, d'être rien du tout, tu vois? Mmh. Et tu vois, à ce moment de ma vie, moi, je me dis: «Bah, tu es une merde et tu resteras une merde toute ta vie». C'est très compliqué. Et je commence à être violent sur certains aspects. Alors j'en parle depuis quelques années parce que ça a énormément changé et j'ai compris. Tu vois, je deviens, limite, raciste, tu vois? Enfin, je commence même à être, même pas limite, Mmh. même très raciste parce que, hem, j'ai des fré bon, pas forcément des bonnes fréquentations, j'ai besoin de cracher sur autre, pour, hem, j'étais tellement malheureux, en fait, tu vois? Que j'avais besoin de 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 ressortir blâmer ça l'autre, ailleurs. quoi, tu veux dire, ouais. Mmh. Exactement, et Dieu merci, ça a changé. Mais tu vois, du coup, ça m'a vraiment appris à comprendre les gens et j'ai pris conscience, avec du recul aujourd'hui, que quand tu es profondément mal dans ta vie, tu pas un homme heureux et tu pas bon, forcément, mais tu pas une belle personne, pas forcément une belle personne. Tu commences à être mauvais et je me rends compte que les gens qui souffrent le plus aujourd'hui, c'est souvent les gens qui déchargent le plus de haine autour d'eux, tu vois? Donc j'ai développé une profonde empathie pour ces gens-là. Hem Je sais que ces gens-là sont plus à plaindre. Heu, Tu as regardé Harry Potter il y a pas longtemps et je sais pas si tu te rappelles, enfin, je sais pas si tu l'as vu, mais il y a Dumbledore qui dit une phrase à Harry, tu sais, il dit, «Harry, n'aie pas pitié des vivants et pitié des non, n'aie pas pitié des morts et pitié des vivants qui ne vivent pas dans l'amour» et c'est complètement ça, en fait. Donc heu, donc voilà. J'arrive au lycée, je deviens geek et je deviens métalleux en plus, ça, tu vois, vraiment le cliché. Un geek métalleux, on est au top. Ouais, j'ai jamais eu les cheveux alors si, au collège, j'avais les cheveux longs, mais jamais eu les cheveux longs métalleux, tu sais, pour faire le je sais même plus comment on appelle C'est ça. ça, les pogos. Voilà. Mais il se passe aussi quelque chose au lycée, c'est que je me mets au sport à haute intensité. Je fais du sport tous les soirs. Je fais, 3 sessions d'escalade par semaine, 2 sessions de natation par semaine. Je me mets vraiment à faire énormément de sport. J'adore ça, c'est un moyen de me dépasser, de me Mmh. défouler aussi, je pense. Ouais. Je pense que Mmh. j'ai dû sortir plein de choses, C'est ça. j plusieurs années accumulées et je me mets vraiment au sport à fond et en même temps, en parallèle, je vois mon père entreprendre. Je vois mon père entreprendre. Mon père, il a gravi les échelons d'une entreprise, dans laquelle il a commencé. Il n'en est pas sorti, au cours de sa carrière. Il gravit les échelons et puis il décide avec, 3 collègues de racheter des parts et de devenir, dirigeant d'entreprise, Mmh. sur 3 usines, 2 en France, une en Espagne et donc il devient, chef d'entreprise avec 320 salariés, un truc du genre, je crois. Sauf que je le vois plus trop à ce moment-là et je me rends compte qu'en fait, le patronat en France, il est extrêmement mal vu. Puisqu'il était salarié, il devient patron et donc il se met à être critiqué par des anciens collègues et c'est assez frustrant. Tu te dis: «Mais je comprends pas, enfin mon père, j'ai l'impression qu'il fait des bonnes choses, enfin c'est pas un con quoi» Mmh. et il est perçu comme tel et à un moment il décide d'arrêter et il dit: «Je me rappelle je suis pas devenu patron pour ça, j'essaie de faire des bonnes choses mais peu importe ce que tu essaies de faire, on te juge, on te critique». Donc ce qu'il fait, c'est qu'il, détache la partie commerciale France de cette entreprise et il le gère à son compte, à domicile. En gros, il prend toute la partie commerce et il externalise de cette fameuse, grosse entreprise. Et donc je le vois vivre un autre style de vie, il se déplace plus avec ma mère, ils vont se faire des déplacements, pro perso et je trouve ça extraordinaire, ça éveille quelque chose en moi. Mmh. Heu, j'ai mes premières aventures amoureuses, heu et je tombe amoureux d'une fille, que d'ailleurs je crois que j'ai rencontrée, on s'est connus, quasiment maternelle, jusqu'après on s'était perdu de vue, on s'est retrouvés. Sauf que cette fille-là, très mal dans sa peau, dépressive et moi je suis un bon sauveur. Je fais tout pour essayer de l'aider, jusqu'au jour où ma mère me dit: «Mais Antoine, je te reconnais plus», je retombe un peu dans mes vieux démons. Donc je décide de quitter cette personne. C'était très, très dur pour moi, surtout qu'il y a eu tentative de suicide et cetera, donc ça a été, assez traumatisant. Là, je t'avoue que ça m'a vraiment, chamboulé sur mon côté sauveur, hein, parce que quand tu quittes quelqu'un qui fait une tentative derrière et que tu as ton sauveur qui te crie: «Vas-y, va la sauver», mais tu te dis: «Mais non, mais là, tu vas te tuer, en fait, si tu continues». C'était Mmh. très, très dur. Hem,
donc là, je m'embrouille un peu dans la chronologie, mais c'est pas trop grave, hein, mais je je me dis: «Je vais devenir entrepreneur» ou du moins je vais entrer dans une boîte, gravir les échelons et plus tard, un peu comme mon père, tu vois? Vraiment, je suis Mmh. le modèle, du père et donc ça me donne un objectif et je deviens à nouveau, à partir de la première, un bon élève, tu vois? J'étudie, le soir, je passe mon temps au CDI, je me remets au premier rang de la classe. Vraiment, je suis dans une optique du, performance, performance et tu vois, je sors, d'un bac, mention bien, j'ai du 18 en physique, du 17 en maths et cetera. Vraiment, très content et j'arrive dans les études supérieures, je fais un diplôme universitaire, technologique, donc dans la mécanique aéronautique et spatiale. Mmh. Je suis passionné de l'industrie spatiale. Moi, je suis un grand rêveur. Moi, je rêve qu'on aille conquérir Mars, qu'on parte explorer les étoiles et cetera. Hem Et donc je me dis: «Beh, tu sais quoi Antoine? Tu vas, créer une entreprise, dans cet univers-là». Je commence à être alternant, au bout de ma deuxième année. Mmh. Non, 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 je fais mon stage en deuxième année et alternant en troisième année. Hem, Très frustré parce que j'ai énormément de mal, pardon, dans les études supérieures. Mes notes chutent énormément. Je me suis reconfronté à la frustration du CE1. C'est apprendre par cœur des formules, mais oh là là, c'était une horreur absolue. Heu J'arrive en stage, je me rends compte au bout de 3 semaines que je serai jamais heureux en tant que salarié. Littéralement, je me rends compte que c'est mort, et donc ça nourrit encore cette envie d'entreprendre et pendant Mmh. mon alternance, au début de l'alternance, je développe en fait là, je commence à lire des livres de dev perso. J'ai commencé par l'effet cumulé de Darren Hardy, Comment se faire des amis de Dale Carnegie et Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Je commen et L'homme le plus riche de Babylone. Je commence à lire tous ces bouquins-là. Ça me retourne le cerveau Mmh. et je me dis, tu sais, je commence à rentrer un peu dans cet élan, entrepreneur, tout est possible, start-up, tac, tu vois? À fond, à la Silicon Valley, tu vois? En plus, il y a Elon Musk qui annonce, enfin, les Tesla commencent à arriver en France, ça commence à prendre de l'ampleur. Moi, ça me nourrit, tu vois? Un Mmh. milliardaire fou qui fait plein de choses comme ça, tu vois? Moi, vraiment, ça m'excite énormément et je commence à avoir un carnet dans ma poche, est-ce qu'il est là? Ouais, il est là. Un tout petit carnet. Bon, c'est rien que je le montre, on est en podcast. J'ai un tout petit carnet. Et moi alors? Moi je le vois? Non, je Je vais rigole. te le montrer. C'est genre la fille de Il Nanère, y moi a je l'ai il y a vu. non, mais il y a rien de plus basique, hein, mais ça, c'est un petit carnet comme ça, là, tu vois? Voilà, un petit carnet bleu, Mais comme il a ça une je le histoire. décris. Oui, c'est Il a ça, il a l'air usé, tu vois? Il a une patine, c'est ça. Sors le grimoire. Vas-y Antoine. exactement, voilà, exactement et donc Castor. un vieux carnet comme ça où, je commence à noter, tu vois, il faudrait peut-être que je le relise des fois. Je commence à noter mes apprentissages, mes écrits et cetera et il devient aussi un carnet à idées et en fait, il est tout le temps dans ma poche arrière droite, tous les jours et la moindre idée d'entreprise que j'ai, je la note dedans, qu'elle soit, farfelue, bête, intelligente et cetera. Jusqu'à un jour et c'est ça qui est super puissant, c'est que quand on a un carnet à une idée, notre cerveau est câblé idée. Je marche Mmh. dans la rue comme tout le monde, je vois un pneu de voiture sur une voiture comme tout le monde parce que chaque voiture a 4 pneus et on voit beaucoup de voitures tous les jours et là, j'ai une idée qui arrive. Je me dis: «Mais attends, un pneu, il se déforme, un pneu, il encaisse des mouvements, des chocs et cetera, donc il y a une création d'énergie, c'est sûr. Il y a de l'énergie qui est perdue dans le pneu» et je pars sur cette idée et je développe, schématiquement parlant, mentalement parlant, un pneu qui recharge les voitures électriques, par un mécanisme, électronique et cetera, de déformation. J'arrive à, en fait, je peux le partager parce que de toute façon c'est breveté. Tu sais quand alors la technologie a évolué maintenant, mais quand tu t'assois dans ton siège de voiture, ce qui fait que le que ça détecte que tu es assis et qu'il va te dire: «Attention, attachez vos ceintures», c'est qu'il y a une pierre et piézoélectrique. Mmh. En fait, c'est une pierre, c'est comme du quartz, quand il se déforme, ça crée une impulsion électrique et en Mmh. fait, j'avais fait un maillage, dans le pneu et ça créait des impulsions électriques qui rechargeaient, en partie la voiture. C'est quasiment rien, mais c'est déjà ça. Donc je suis très fier, je me dis: «Tain, je vais signer la main Elon Musk, je vais lui vendre mes pneus et tout», tu vois? Genre vraiment, je pars dans un délire jusqu'à ce que je me rende compte que c'était breveté depuis 1 an par une grande entreprise, européenne de pneus. Donc je suis à la fois, dépité. Je dis: «Mais en fait, à 1 an près, l'idée, elle était déjà trouvée» mais en même temps extrêmement fier.
Je me dis: «Purée, si c'est une boîte comme ça qui a déposé un brevet, c'est que c'est une putain de bonne idée quand même», tu vois? C'est ça. Mmh. Voilà, avec du recul, ça fait 6 ans, 5, 16, 7 ans derrière, je me dis: «Merde, pourquoi ils l'ont toujours pas mis en vente, quoi?» Genre, c'est dommage. Et Une si donc tu bonne vois? idée. C'est Ouais, ça. grave, franchement, je suis un peu deg, mais bon, c'est pas grave. Et quand je connecte cet échec-là à ce que j'ai vu de mon père dans l'industrie, je me suis dit: «Bon, ben j'ai pas envie d'entreprendre dans l'industrie». Tu vois? Ça implique des usines, des Mmh. salariés, des millions d'investissements et cetera. J'ai pas envie. Sachant que, je commence à percevoir un peu, tu sais, l'âge d'or des infopreneurs et tout. Je commence à voir ça de loin. Je me dis: «Mais en fait, il y a une autre façon d'entreprendre». Mmh mh. Je sais pas pourquoi mon père un jour me file un livre, il me dit: «Lis-le, même si tu fais». Alors mon père a fait un peu de marketing de réseau dans son aventure entrepreneuriale. Il me dit: «Même si tu fais pas de marketing de réseau, lis ce bouquin, il est très intéressant, commercialement parlant, il peut beaucoup t'apprendre». Ce livre, c'est GoPro de Eric Worre. Hem, je le lis et je me dis: «Mais c'est énorme, il faut que je fasse du marketing de réseau». Et je me rappelle, j'étais dans le métro ce jour-là, quand je me le suis dit, hem: «Il faut que je fasse du marketing de réseau». Donc là, j'étais alternant à ce moment-là. Un mois d'études, un mois Mmh. de De travail, quoi, de en travail, merci. entreprise. Mmh. Exactement. À ce moment-là, dans mon alternance, je suis, dans, la technique, le support technique, de la conception de la 350. Donc en gros, je suis un peu l'enquêteur, tu vois? C'est quand il y a un problème dans l'avion, ben, on va essayer de comprendre d'où ça vient, on va, rechanger les pièces, on va faire rechanger les pièces parce que je n'étais pas le mécanicien qui fait les trucs, et Mmh. puis après on le fait passer en contrôle pour que ce soit validé. Ce qui d'ailleurs m'a fait un peu peur dans l'aéro parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les avions ont plein de problèmes et que, des fois, c'est un peu de bricolage dedans. Je me dis: «Je sais dans quels avions je ne monterai pas». Fais pas peur aux auditeurs comme ça. Non, bah, je prends encore l'avion, hein, je Je plaisante, plaisante. hein. Et et en fait, voilà, je me dis: «Il faut que je fasse du Je marketing de passe du réseau». marketing, ouais. Mmh. Ouais, et puis il y a un pote qui m'appelle un jour et il me déroule le pitch du marketing de réseau et je le capte direct. Mmh. Et le pauvre, il débutait. Tu connais un peu le marketing de réseau? Non, pas trop? On va dire que non. Pour faire très court, en gros, c'est un peu comme Tupperware, tu vends des produits, tu développes une équipe qui va vendre des produits, bah, Tupperware, c'est le plus connu, tu vois? On fait pas forcément des réunions à la maison dans tous les marketing de réseau, mais c'est l'idée. Et en fait, on t'apprend un pitch commercial pour démarcher des gens. Et quand tu es débutant, c'est hyper inconfortable. C'est horrible, c'est très dur, l'ayant vécu. Et j'ai fait le pire comportement pour mon pote. Bon, il était content derrière, mais c'est qu'en fait, il fait son pitch et je le coupe. Je dis: «Arrête tout de suite». Donc lui, déjà, il bégaye un peu genre: qui je dis: «Tu me fais un pitch de marketing de réseau, là». Et donc lui, il s'attend à que ce soit mort. Moi, je dis: «File-moi ton parrain, j'ai envie de bosser avec toi». Je savais même pas ce que c'était. Donc je me lance dans le marketing de réseau, je découvre en fait encore plus le dev perso, je Mmh mh. découvre l'accompagnement d'humain, je découvre la prise de parole en public parce que je commence à prendre la Mmh mh. parole en public. Je commence à accompagner des gens et je me dis: «J'adore ça. Et si j'en faisais mon métier?» Ce Mmh. marketing de réseau, en fait, il me vient en moi une nouvelle frustration, c'est que je rapporte beaucoup d'argent à la boîte et finalement, moi, j'en gagne pas tant que ça. Mmh. Et je me dis: «Mais c'est du salariat déguisé, en fait. Mmh. Tu dois des comptes, et cetera». Et je dis: C'est pas mon truc. C'est mieux que le salariat, mais c'est pas mon truc». Mmh. Heu, je commence à perdre des potes à ce moment-là, parce que je deviens entrepreneur. Pour eux, c'est pas évident, par rapport au cercle que j'avais. Et donc là, je deviens salarié, je signe un CDI et en parallèle, je commence à monter, en 2016, je monte mon blog Get Up and Be Happy, je me rappelle, ça s'appelait comme ça. Donc élève-toi et sois heureux. Hem, j'écris des articles. Fin 2016, je commence à faire mes premières vidéos YouTube. Heu, j'aime bien les regarder de temps en temps, ça me fait rire. Souvenir. Mais c'est cool parce qu'en fait, des fois, quand je vois mes anciennes vidéos, tu sais, des fois Facebook te rappelle des souvenirs. Mmh mh. Je vois la vidéo et la première chose qui me vient, c'est: «Pouah mec, tu avais 0 charisme, c'est quoi ce truc? N'importe quoi, tu te rends p». Et des fois, je me dis: «Stop Antoine, tu faisais quelque chose. Tu as pas attendu d'être parfait, tu vois? Tu faisais les trucs». Donc ça, rien que ça m'auto-inspire, tu vois, de voir ça. Et donc voilà, je fais, mes premières vidéos, je fais toujours du marketing de réseau, je fais juste de la création de contenu, Mmh. sur, Sur le blog, ouais. sur le blog. J'achète mon premier appart parce que je signe un CDI, je deviens un designer, alors attention, c'est à la classe, hein, designer de satellites de télécommunications.
Alors franchement, sur le D'accord. papier, ça envoie du lourd. T'imagines le mec à la NASA, tu sais, qui envoie des fusées et tout. Je faisais plus des tableaux Excel et des PowerPoints. Ça me dégoûte. Vraiment, ça me dégoûte. Et je suis confronté au monde du salariat qui est dans la pire des façons possibles. Tu sais, je suis pas Airbus même, je suis prestataire. Et donc, j'ai un badge d'une autre couleur. Tu vois, on te démarque et tout. Et je me rends compte qu'il y a des gens, en fonction de la couleur de ton badge, ils te disent pas bonjour. Je me rends Mm. compte que tu payes 5 euros de plus ton plateau à la cantine parce que tu es externe. Moi, je suis végétarien, donc je paye 3 4 euros de plus. Donc, il y a une injustice, il y a un sentiment d'injustice. Je me dis, mais c'est quoi ce monde du salariat, quoi? Il y a ceux qui ont le parking au fond et ceux qui ont le droit de se garer devant. Tu as ceux à qui on dit bonjour et tu as ceux qui en dit pas bonjour. Le complexe, il est grand. Tu as ceux qui ont le droit aux trottinettes électriques pour se déplacer et puis tu as ceux qui n'ont pas le droit. Tu vois. Et je me rends compte de. Oh, je me dis, mais c'est quoi ce monde-là? Je me dis, mais je suis confronté à des réunions où j'ai mon client d'Airbus qui, comment le dire, qui s'envoie des fleurs, pour être très poli, en face de moi, en disant qu'il a tout fait en face de moi, alors que c'est moi qui ai fait tout le travail. Et je me dis, putain, mais il est pas chier, quoi. Et en fait, je me dis, mais c'est ce monde-là, mais comment les gens peuvent faire pour être heureux là-dedans? Tu te Mm. rends compte au fur et à mesure quand ils le sont pas. Et je me rends compte à chaque pause que c'est râler sur la société, râler sur le patron, râler, râler. Et je me dis, mais je dois me barrer d'ici. C'est pas Mhm. possible. Donc, je redouble d'efforts pour développer mon entreprise. C'est-à-dire que je fais encore plus de création de contenu, encore plus ouais, de création de contenu, donc vidéos, articles, etc. Je commence à sortir mes premières formations en ligne, je fais 0 client. Et il vient un moment où, donc là, on est en 2017, ça va bientôt faire 5 ans. Je, je me dis, bah, tu sais quoi, fais des conférences. Je suis pas prêt, hein, vraiment, je suis pas prêt. J'en tremble de peur et tout. J'ai fait ma première conférence le 21 mai 2017, je me rappellerai toujours. Une semaine avant mon anniversaire. Je loue une salle 2 fois trop chère parce que je m'y connais pas. Je fais payer les gens sur place et pas en avance, qui est une grosse erreur. Parce que je vais te le dire, à 14h01, il n'y avait personne. Moi, je me dis, mais putain, tu vas être comme un con. Et puis les gens sont arrivés, m'ont payé sur place, etc. Donc très anxiogène, mais je l'ai faite. Ma première conférence, j'avais une vingtaine de personnes et tout. Et ça me montre en fait que c'est possible. Ok. Attention, je suis pétrifié, je le fais quand même. Ça, c'est très important, je pense qu'on en reparlera. Mais ça montre que Mhm. c'est possible. Je me dis, ça y est, c'est parti, je vais faire d'autres conférences, je vais sortir d'autres programmes en ligne. Tu sais, il y a un peu ah, ça y est, c'est bon, ça va partir. J'ai trouvé la clé, quoi. Exactement. Sauf que c'est faux. Je pense qu'on ne trouve jamais la clé. Le but de la vie, La, c'est. Voilà, la clé. c'est ça. Le but de la vie, c'est de chercher les clés. Tu vois, C'est ça. C'est c'est d'être ce qu'on. passe-partout, quoi. Non, Fort Eh, Boyard. exactement. Parce qu'en fait, les conférences suivantes, j'ai une, deux personnes. C'est horrible quand Ah tu passes de 20 pour la première à plus rien. Et donc là, tu mm. vois, je suis taquiné, j'ai ma tête, enfin, j'ai mon esprit qui me dit, tu vois, la vie, elle te montre, elle t'envoie des signes que c'était pas fait pour ça. Et en fait, je suis tiraillé entre est-ce que j'écoute cette bonne excuse que l'univers Mhm. m'envoie ou est-ce que je dis à l'univers, non, c'est moi qui décide. Là, en fait, tu Mhm. es juste en train de me challenger. Je vais changer la perception que je me fais de ce que tu me fais là, tu vois. Propose. Ouais, c'est ça. Mhm. Ouais, parce qu'en fait, j'en ai vu trop des gens dire, ouais, mais t'as vu, échoué une conférence, je vais arrêter, je suis pas fait pour ça. Moi, j'ai envie de les tarter, les gens. Je dis, mais t'as deux façons de voir quelque chose. Soit c'est un challenge, soit t'en fais une conclusion. Ok. Donc, moi, j'en vois ça comme un challenge, je continue. Tu vois. Je continue, et c'est très frustrant, mais je continue quand même. Et là, été 2017, là, je vis une période très difficile. Je commence à, entre guillemets, faire très attention à ça parce que tout le monde a fait un burn-out. Il y a deux types de burn-out. C'est le burn-out, je suis fatigué, j'ai arrêté, et tu as le vrai burn-out. Ok. Je n'ai pas eu de vrai burn-out. Par contre, j'ai eu le pré-burn-out, on va dire, où fatigue extrême, je suis démoralisé tous les jours. Il suffit juste de regarder mes vidéos de juillet 2017 et ça se voit. Ok. Parce que je crée du contenu, je me dis, en fait, je me débat. Tu vois, je me dis, la seule façon de sortir de mon CDI, c'est de vivre dans mon activité. Mhm. Nuit blanche, je bosse tôt, je bosse tard, enfin bref, je rentre dans un cercle infernal. Je suis vraiment comme un singe dans une cage, tu vois, boulonné dans du béton, tu vois. Il se débat, il sortira pas, tu vois, mais il le fait quand même.
Et je commence à demander à mes managers, est-ce que je pourrais quitter le travail, faire une rupture conventionnelle, j'ai besoin du chômage pour développer mon entreprise et tout. Ils me disent non. Moi, je leur dis: «Mais ça sert à quoi de garder quelqu'un qui ne veut pas rester? Et c'est comme ça, parce que si on te fait partir, il y en a d'autres qui vont partir». Mmh. Là, je me dis: «Bah, bravo, vous remettez-vous en question si vous savez que les gens vont partir». Du coup, moi, je suis assez ambitieux. Je me dis: «Beh, je vais aller, prendre rendez-vous avec la plus grande RH du secteur toulousain». Je prends rendez-vous avec elle. Elle écoute mon projet, elle regarde mon site, elle fait: «C'est génial ce que vous faites, mais non, on vous garde». Et alors du coup, je me dis: «Bah», tu sais, je discute avec des entrepreneurs et tout et ils me disent: «Bah, joue au con, ils vont te virer». Tu vois? Sauf que là, ça me demande énormément de sortir de mes valeurs. Mais je le fais quand même. Parce que c'est quand tu sais, quand tu es désespéré et que tu as plus le choix, Mmh. tu tentes. Donc j'arrive tard, je repars plus tôt, je fais du mauvais travail, mais je me sens mal, tu vois? J'avais 2 écrans. Comme aujourd'hui, tu vois, j'avais 2 écrans. J'ai eu 3 écrans, moi, tu vois? C'est un NASA le truc, hein. J'avais un écran pour les films, un écran pour Excel et un écran pour, la conception 3D. Et donc, je me mets à regarder des films et cetera. Je deviens un vrai glandeur, sauf que, bah, il y a des répercussions. J'ai ma N+1 qui se met à rentrer plus tard le soir, alors qu'il a un nouveau-né à la maison et je me dis: «Putain, tu te rends compte ce que tu es en train de faire Antoine là? Il y a quelqu'un qui subit à cause de toi», tu vois? Et là, je me dis: «Je peux pas continuer comme ça. Je peux pas continuer comme ça». Puis tu as des gens qui Mmh. disent: «Antoine, tu abuses et tout». Je me sens très mal en étant comme ça, tu vois? Parce que je sais qu'au fond, je suis pas quelqu'un comme ça. Et et puis on me souffle l'idée d'un abandon de poste. Bah, OK, ils veulent pas te virer, ils veulent pas faire de rupture conventionnelle, fais un abandon de poste. Je dis: «Ouais, mais c'est chaud, tu te rends compte, c'est risqué, je vais être, licencié pour faute grave. S'ils veulent pas me virer, ils me virent pas». Parce qu'ils peuvent te faire des fiches de paie à 0 €, tu vois? Parce que tu viens pas, mais pas te virer. Donc là, tu es vraiment comme un con, hein. Et là, c'est très dur, hein, parce que tu te rends compte que, ouais, c'est bien, Mmh. tu as signé un CDI, tu as pu acheter un appart et tout, mais derrière, tu es comme un Tu con. enchaîné, quoi. Mmh. Ah ouais, je suis complètement enchaîné. Et il se passe un truc, en août, 2017 qui a changé ma vie. Hem, j'ai pris, je crois 2 semaines de vacances et la première semaine, je suis chez mes parents. Donc je travaille, tu sais, je me plonge dans le style de vie que je veux avoir. Je suis devant leur piscine avec mon ordinateur. Je vois rien, tu sais, les gens qui font genre ils bossent, dehors avec le soleil, sur leur écran, bah, tu vois rien. Mais je suis content, tu vois? Ça nourrit mon truc et tout. Tu te bousilles les yeux, heureux. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je me dis: «C'est je suis comme dans Instagram», tu vois? Je suis bercé par Ouais, une illusion, alors qu'il y a rien de mieux qu'un bon bureau pour bosser, tu vois? on est d'accord. Hem, bref, je bosse et tu vois, je me plonge vraiment dans le style de vie que je veux avoir. On entend une sirène de pompiers au loin, comme on entend souvent, tu sais? Mmh mh. C'est pas quelque chose qui perturbe. Sauf que là, c'est pas n'importe quelle sirène de pompiers. Et je me rappellerai toujours de ce moment-là. Je suis en train d'écouter une musique, de bon entendeur qui est «Le temps est bon», je sais pas si tu le connais? Mmh. C'est une belle musique, le temps est bon, la vie est belle, c'est le moment heureux c'est le moment parfait pour être heureux, enfin, je sais plus trop les paroles. Sauf qu'à ce moment-là, on reçoit un coup de fil à la maison Mmh. et ça casse le truc. Je vois ma mère s'effondrer, elle me regarde et m'annonce qu'un pote d'enfance, vient de qui était le fils de grands amis de mes parents. Donc, quand on était gamin, on nous appelait, les 2 frères. On était tous les 2 blonds aux yeux bleus. Alors je suis plus blond aujourd'hui, mais on était tous les 2 les 2 blonds aux yeux bleus. On nous prenait souvent pour des frères. Et j'apprends à ce moment-là qu'il vient de décéder dans un accident de voiture. Mmh. Et pour moi, c'est horrible. Je me dis: «Putain, 21 ans, quoi. 21 ans, il s'est levé ce matin, il a foutu ses chaussures, il s'est habillé et il savait pas que c'était sa dernière journée, quoi». Et moi, en fait, j'ai une voix dans ma tête Mmh. qui me dit: «Casse-toi, casse-toi». C'est juste ça qui m'est venu, tu vois? Mmh. Et tu vois, je me dis à ce moment-là: «Putain, merde, quoi, je vais peut-être mourir demain, je vais Mmh. peut-être mourir dans 2 semaines ou dans 10 ans ou dans 60 ans, j'en sais rien». Je prends conscience à ce moment-là que s'il y a bien un truc qu'on peut pas maîtriser, à part dans le cas du suicide, on peut pas maîtriser la mort, tu vois? Il y a Orelsan qui dit, que tu aies fait ce que tu as à faire ou pas, la mort viendra te chercher quand même, tu vois? Mmh. J'adore ça.
Et en fait, à ce moment, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire du temps qui me reste, du temps inconnu qui me reste? Et là, je me dis, Antoine, fais-toi la promesse de tenter quelque chose et non de réussir. Je veux partir en ayant tenté quelque chose. Parce que partir en ayant réussi quelque chose, il y a trop de pression, c'est trop aléatoire. C'est horrible, tu vois, c'est extrêmement dur hein, de vivre cette période-là. J'assiste à l'enterrement. Le lendemain, avec ma compagne, on part à Rome. C'était des vacances qu'on s'était offertes. C'était dur Mmh. parce que c'était des vacances. Tu sais, t'as galéré à te les payer. Mais putain, tu viens de perdre un pote. T'es en Mmh. vacances et tu sais que t'as une énorme décision à prendre. Donc, c'est une semaine très dure. Euh, et donc, j'arrive au boulot et le lundi, je tremble. Mardi, je tremble. Je dis, qu'est-ce que je vais faire et tout. Et le vendredi, je me dis, bah, tu sais quoi, allez vous faire foutre. Je vais dans le bureau de mon manager, je prends mon badge et je lui dis, tiens, je viendrai plus. Lundi, je viens pas. Et je me suis cassé comme ça du jour au lendemain. C'est- euh, c'est- Il sourit quand je lui dis ça. Vraiment, je te jure, il y a un sourire. Et il me dit, mais tu te rends compte que tu vas être radié de tout le secteur aéronautique et spatial si tu fais ça. Là, je bégaye un peu. Je m'attends pas. Parce que c'est 3 ans d'études à la poubelle. Hein. Euh, et, et je lui dis à ce moment-là, ouais, mais ok, mais en fait, je préfère être barman ou travailler au McDo que de refaire ce genre de boulot-là, tu vois, d'être dans cet écosystème. Donc, je me casse et je suis effectivement radié. 2 semaines après, je reçois plein de mails de refus de poste. Tu sais que des fois, tu publies, tu t'inscris à des emplois et tout. Tu n'as pas de nouvelles tu vois, sur Internet. Et là, je reçois en une journée plein de refus automatiques. Et je dis, putain, ils m'ont vraiment mis dans une liste rouge, quoi. Les cons, sacrée mentalité, tu vois, je me dis. Et là, par contre, c'est dur. C'est très, très dur parce que je dois vendre ma voiture, j'ai plus d'argent, j'ai un appart à rembourser, j'ai aucun client, j'avais pas d'argent de côté. Je retombe vite à moins de 2 000 € sur mon compte tous les mois. Je vois du rouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est horrible. Je perds mes potes, la plupart de mes potes, parce que pour eux, devenir patron, c'est devenir un gros con. Et c'est assez dur et je me retrouve vraiment seul, sans thune, à faire croire à tout le monde que ça va, tu vois. Mmh. Parce que t'as pas le droit de montrer que ton business, il va pas bien, tu vois. Mmh. J'ai même pas de Surtout que tu business, as j'ai pas tout de clients. ouais, c'est ça, surtout que tu as ouais, que tu tout lâché. Tu as lâché, ce que le CDI, ce que, on va dire, la norme veut, la convention veut de quelqu'un de raisonnable. Surtout que tu as fait des années d'études, que tu es dans une grosse boîte, Mmh, et là, de devoir dire: En fait, j'ai tout lâché, mais pour, rien». Enfin, il y a exactement. encore rien, mais ça va venir, hein, mais Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. J'ai tout lâché. Mmh. Par contre, tu vois, même si j'étais dans la merde et que j'avais lâché en fait, pour moi, la voiture, c'est très important. C'est la liberté. C'est comme, rapport Mmh. à l'aigle et tout. Moi, il me faut une voiture. Mmh. Il y a rien de plus frustrant pour moi de pas avoir de voiture. C'était ma première voiture en plus, avec une sacrée histoire. C'est la voiture de mes grands-parents. J'ai vécu des moments incroyables dans mon enfance avec eux dans cette voiture et je la lâche. Mais tu vois, je me suis jamais senti, à la fois aussi stressé, mais aussi heureux. Je prends Mmh. conscience qu'en fait, prendre une décision avec son cœur, ça vaut tout l'or du monde. Il y a jamais eu un moment où j'ai regretté d'avoir pris cette décision-là, tu vois? Donc c'est la merde, mais vraiment c'est pour ça que les gens qui me disent: «C'est compliqué, j'ai plus que 10 000 € sur mon compte, j'ai plus que 2 ans de chômage», j'ai envie de les taper. Je lui dis: «Mais tu te rends pas compte de la chance que tu as. Tu as en face de toi, des ressources, arrête de compter sur elles, compte sur toi, en fait. Parce que Mmh. même quand tu as rien, tu peux tout réaliser et c'est quand tu as rien que tu te rends compte que toi-même, intérieurement, tu peux faire plein de choses», Mmh. tu vois? Il y a c'est trop facile d'abandonner aujourd'hui. Moi, ça m'insupporte. Je peux plus entendre les excuses, tu vois? Mmh. Les seules excuses que je peux éventuellement écouter, c'est ceux qui me disent: «Oui, mais j'ai des enfants». Et comme je n'ai pas d'enfants, je ne peux pas l Mmh. je peux rien dire pour ça. Quoique, j'ai quand même entendu des histoires de gens qui m'ont dit: «Je fais ça pour mes enfants», alors qu'il y en a plein qui disent: «Je peux pas parce que j'ai des enfants», tu vois? Qui rejettent la faute sur leur enfant. Ils ont tellement peur de leur propre responsabilité qu'ils la rejettent sur leur gosse. Horrible. Enfin bon, bref. Mais j'ai pas d'enfant, donc je ne peux pas parler en connaissance de cause. Je peux que m'appuyer sur des histoires que j'ai entendues et des gens que je connais. 2018, horrible. Pareil, toujours moins de 2 000 € sur mon compte. Début 2018, horrible. J'ai les impôts qui m'appellent. Enfin non, c'est pas les impôts. Mon père m'appelle un matin. C'est 10 h, je suis encore dans mon lit déprimé, tu vois? «Qu'est-ce que tu as foutu? Tu as pas de clients» et enfin bref, tu vois? C'est mon père m'appelle: «Antoine, courrier des impôts,
Il faut que tu verses ton Cotisation impôt, sociale ou quoi? Non. taxe foncière. Taxe foncière. Ouais, parce que moi, j'achète un appart et puis j'oublie, c'est qu'il faut payer des taxes. Et je dis à mon père, ouais, pas de problème, c'est vraiment. Je fais genre le mec qui a un business qui tourne et tout, tu vois, pas de problème, je vais payer ça. Je raccroche, j'ouvre mon application, je vois moins 2000 balles. Je me dis, mais comment tu vas faire? Comment tu vas faire? T'es une grosse merde. Tu vois, vraiment, je suis dans Une un mood. spirale, ouais. Ah Mmh. ouais, c'est très, très dur. Je pars à un séminaire quelques jours après. Alors, j'ai le chômage. Donc, en fait, tu vois, j'oscille entre moins 2000 et zéro, tu vois. Mmh. Euh, donc, je peux. Le banquier aussi, j'ai une très bonne relation avec mon banquier, avec mon ancien banquier. Euh, il est, il croit en mon projet, il m'a autorisé des découvertes. Tu vois, il y a quand même. J'ai, alors, j'ai pas envie de dire que c'est une chance, mais j'ai cette chance-là d'avoir une personne incroyable parce que j'ai su lui aussi lui donner confiance. On est de temps en temps au téléphone et tout. Donc là, je suis à un séminaire, je peux me payer quand même quelques déplacements comme ça. Et là, je me rends compte qu'il y a des gens qui ont fait 4 fois moins de vidéos que moi. Je me rends compte qu'il y a des gens qui ont fait, qui ont entrepris il y a 6 mois. Et je me rends compte qu'il y a des gens là qui vivent vachement mieux. C'est facile parce que je gagne zéro, qui vivent de leur activité. Et moi, j'ai fait tout ça et je me dis, mais c'est pas possible. Mmh. Genre, j'ai créé tout ce contenu. J'ai fait tellement de live, j'ai fait plein de choses. Je n'ai aucun client. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui cloche? Ouais, c'est ça. Mmh. Et là, je prends conscience qu'en fait, je suis le problème et je suis la solution. Et Mmh. en fait, je regarde la réalité en face. Je dis, ça faisait des mois que je me racontais, ouais, mais aujourd'hui, les gens, ils comprennent plus. Aujourd'hui, les gens, ils investissent plus sur la société, les Elle a que médias. des problèmes. Ouais, tu vois, je pars dans cette optique-là de grosses victimes, tu vois, de personnes Mmh. qui déchargent de sa responsabilité. Et je me dis, en fait, Antoine, c'est toi le fautif, là. Si t'as pas de clients, c'est ta faute. Parce que regarde les gens, ils y arrivent. Ils ont quoi de différent que toi? Ok. En fait, je prends conscience que j'ai pas Qu'est-ce été qu'ils ont de authentique. différent justement? Exactement. En fait, c'est qu'ils sont eux-mêmes, Mmh. tu vois. Au moins, ou du moins, ils le sont au maximum, parce que je pense qu'on ne sera jamais à 100% nous-mêmes. C'est un Mmh. fantasme. Et en fait, je rentre à la maison et je décide de prendre mon micro à podcast. Je me fais une promesse absolue, et ça, c'est un super bon exercice, que ce podcast ne sera jamais diffusé. Je l'ai même supprimé après. D'accord? Je me fais la promesse qu'il sera jamais diffusé, parce que je veux partager tout ce que j'ai à partager. Et en fait, ce podcast-là, l'intention que j'y mets, c'est parler au petit Antoine du collège. Et je lui dis tout. Je lui explique ma philosophie de vie, mes conseils de coaching, tout ce que tu veux. Et je pleure. Et là, je me rends compte ce que c'est de parler avec ses tripes. Tu vois. Je me rends compte de ce que c'est de parler avec l'authenticité, une certaine authenticité. Je fais une vidéo le lendemain dans cette énergie-là et j'ai mon premier client à 1500 €. Bam! Je dis, c'est pas possible. Et je lui demande pourquoi tu m'as choisi. Ah, parce que tu es un mec authentique. L'univers qui Bim m'envoie le bam truc. boum. Ah C'est ouais, non mais ça. un truc de fou. J'ai plus jamais revu ce client. Il m'a payé, je l'ai jamais vu. Il est jamais venu au coaching. Je l'ai relancé pendant 6 mois. Je pense que c'est un message de l'univers plus qu'autre C'est chose. une cosmic joke, ouais. Ouais, mais tu vois, aujourd'hui, j'en rigole, mais j'en rigolais pas du tout. Mmh. Parce que quand tu as moins de 2000 balles et quand on voit 1500 €, tu es à moins 500 balles. Tu peux pas rembourser la personne. Mmh. Et en fait, pendant 6 mois, tu as une épée de Damoclès. Et Mmh. s'il me demande de le rembourser, Mmh. tu vois. Bon, j'ai appris plus tard que le mec, il faisait 1500 € par demi-journée. Il y a rien à faire, en fait. C'est comme s'il s'était payé un café, tu vois. Mmh. Et donc, Il a voulu te voilà. soutenir en fait, c'était du parrainage presque. Ouais, Enfin comme du sponsorship presque, tu vois? exactement, c'est ça. Trop bien. C'était un business angel, mais juste leur dire: «Vas-y, accroche-toi petit». Ouais, un business angel qui va même pas venir te voir pour récupérer les fonds, tu vois. C'est ça, Voilà. vraiment. Mécène. Exactement. À ce moment-là, je reçois aussi un mec qui m'envoie un message sur LinkedIn. Ça va le rythme parce que j'explique tout, Ah hein. ouais. C'est bon? Vas-y, vas-y. Ouais, Ok. très bien. Je reçois un message sur LinkedIn d'un gars qui s'appelle Damien. Et ce Damien, il m'envoie un message. Il me dit, ouais, j'ai vu tes vidéos. Je vois quelque chose en toi. J'ai un truc à te proposer. On en discute. Mmh. Je sais pas pourquoi je réponds à ce message. J'ai un peu de mal avec les gens qui démarchent comme ça. Et je suis au téléphone avec lui. Il me propose de rejoindre la mastermind. Et je dis, mais tu sais, moi, j'ai pas d'oseille, j'ai rien. Je suis fauché. Il me dit: «Ouais, mais tu as vraiment un truc, je crois en toi, moi ça fait, plus de 10 ans que je suis entrepreneur», et hem et en fait, on trouve un arrangement
et je rejoins ce mastermind. Enfin, attends, il se passe des trucs. Alors, très important. Moi, je suis confronté un peu à la honte et je me mets à ne plus lui répondre, malgré l'opportunité qu'il me donne, tu vois. J'ai honte, j'ose pas lui dire non. Et je réponds plus à ses appels alors que j'avais dit que je lui donnerais une réponse. C'est vraiment le mec qui fuit, tu vois. Ouais, la fuite. Mmh. Ouais. Et à un moment, il m'appelle et je dis: «Bah, vas-y, réponds». Et là, je te jure, pendant 1 heure, il m'engueule. Enfin, il m'engueule. Il me dit ce que j'ai pas envie d'entendre. «Tu te rends compte, tu dis que tu vas être entrepreneur, tu enseignes la réussite, tu te caches, c'est pas un comportement d'entrepreneur, ça, c'est un comportement de personne qui a pas envie». Et je me mets à chialer, je dis: «Putain, mais il a raison, en fait», tu vois? Je suis pas Mmh. entrepreneur. Je suis un branleur, là, qui veut essayer d'entreprendre. Et donc je rejoins ce mastermind, mon père me file un coup de pouce. C'est incroyable parce que mon père, il m'avait dit, il y a un coup de pouce financier pour le rejoindre. Mon père m'a dit: «Le jour où j'ai quitté mon boulot, bravo fiston, je suis fier de toi, mais tu te démerdes. Mmh. Je serai pas là pour t'aider». Il m'a quand même un peu aidé parce qu'il a rejoint aussi ce mastermind-là et en fait, je me rends compte dans ce mastermind, il est cool parce qu'il y a pas beaucoup d'entrepreneurs du web. Il faut faire attention à ça aussi, parce que être baigné dans un écosystème entrepreneur que du web, c'est pas bon. Parce que les gens pensent que le business, il a démarré qu'internet, alors que c'est faux. Le business, il a démarré bien avant. Il y a plein de fondamentaux du business qu'il faut apprendre. Et c'est horrible parce que voilà, je me rends compte que les gens ils comprennent rien à ce que je fais. Je me rends compte que j'ai pas de posture entrepreneuriale. Je me rends compte que je suis pas un entrepreneur. Je me rends compte que j'ai pas de posture commerciale à rien, tu vois? Et c'est très dur. C'est vraiment très, très dur. J'ai envie de m'enterrer, heu et là, je prends des grandes décisions. Je me dis: «Putain, en fait, Antoine, si tu as des ambitions, il faut agir à la hauteur de tes ambitions, là». Tu vois? Il faut que tu prennes des décisions à la hauteur de tes ambitions. Il faut que tu agisses à la hauteur de tes ambitions. Quelques mois après, j'ai relancé mes conférences. J'ai quelques clients. Ça commence doucement à marcher. Alors je suis plus entre le -1000 et 0. Des fois, je vois un peu de verre sur mon compte, c'est waouh, incroyable. Hem, je suis en micro-entreprise à ce moment-là et je fais un 1er séminaire d'une journée. Il y a une quinzaine de personnes, je suis content, ça fait rentrer de l'argent et à ce séminaire, je fais monter les gens sur scène et je leur dis: «Beh, prenez un engagement public devant tout le monde» et ils le font tous et à la fin, ils me disaient: «Et toi, Antoine, c'est quoi ton engagement?» Mmh. Et j'ai une idée flash qui me vient à l'esprit. Je dis: «Beh, écoute-la, si elle t'est venue comme ça, c'est que tu dois le faire». Et cette idée, en fait, elle était là pour me prouver que j'étais pas juste un petit jeune et que j'avais des grandes ambitions et c'était aussi là pour prouver aux gens que j'étais pas juste un petit jeune et que j'avais des grandes ambitions. J'avais 23 ans à ce moment-là. Parce que tu vois, c'est 2016-2017, c'est l'Eldorado, tout le monde s'est lancé dans le coaching, tu vois? Mmh. Et en fait, faut faire sa place et des petits jeunes comme moi qui se sont lancés, il y en avait plein et ils se cachaient tous derrière leur écran. Alors moi, ça va, je faisais déjà de la conférence et tout et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, les gens se cachent trop derrière leurs écrans. On est des humains, putain, il faut qu'on se voit, il faut qu'on soit au contact les uns des autres. Et en fait, cette idée flash, c'est: «Fais une tournée de conférences». Mmh. Je suis inspiré par, Joanne Yangting qui a été un de mes mentors à l'époque, qui est un marketeur, un infopreneur et je leur dis: «Je vais faire une tournée de conférences dans un mois». Je suis à moins 900 €, hein. Je suis fou de dire ça. Tous les voyants sont rouges et et voilà. Une tournée de conférences, comme je les faisais à l'époque, c'est, 5 000-6 000 € d'investissement. Faut payer les salles, faut payer les déplacements, faut payer les hôtels, faut payer les 15 jours de bouffe et cetera. OK, bah, je vais la faire. Soit ça passe, soit je préfère pas imaginer ce qui va se passer, tu vois? Je suis vraiment dans cette philosophie-là. C'est ça. Par contre, tu vois, j'ai pris l'engagement maintenant, il y a aucune excuse. Et c'est J'y vais à ça, la fond. la différence, c'est que en fait, c'est soit ça passe, c'est quand on parle de décision, en fait, tu as tué toutes les autres options. En fait, il y a plus d'autres options que ça réussisse, en fait. Enfin, Exactement, que ça passe. exactement. Et Mmh. ça, tu vois, il y a encore trop peu d'entrepreneurs qui osent prendre des décisions comme ça. Mmh. Il y a quelques mois, j'ai une cliente que j'accompagne en groupe qui prend l'engagement, inspirée par mon parcours et tout, elle prend l'engagement de faire une conférence. Je dis: «C'est génial. Par contre, aucune excuse. Jusqu'au dernier moment, il faut que tu donnes tout pour cette conférence». Et je la revois un mois après, elle me dit: «Bah, j'ai laissé tomber». Je dis: «Pourquoi?» Elle me dit: «Il y avait personne». Je dis: «Est-ce que» je vais te poser une question et je veux que tu sois sincère. Sincèrement, est-ce que tu t'es donné à 100 pour cette conférence? Oui. Non, sincèrement. Non. OK, mais il est là le problème.
tu vois. Parce que ce genre de décisions-là qui sont inconfortables, elles demandent une extrême concentration, elles demandent une foi, et l'univers, il teste de ouf pendant ces moments-là. Ok. Euh, et en fait, je lâche pas le morceau, je me dis, j'en ai rien à faire, même si je tombe à moins 6 000, 7 000, j'en sais rien. Je m'en fous parce que mes ambitions, elles sont beaucoup plus grandes que ça. Tu vois. Et le banquier, s'il a vraiment, il me tape dessus, je dirais, mais monsieur, vous imaginez pas ce que je vais créer en fait. Donc là, ce que c'est rien. J'avais vraiment développé cette conviction-là. Je lance ma tournée, c'est un carton. Enfin, c'est un carton, j'ai entre 20 et 30 personnes par salle. C'est incroyable pour moi. Je vis une aventure folle. Folle. Je suis entre le stress absolu et l'excitation parce que en fait, je vends les places, j'ai pas de salle parce que j'ai pas d'argent pour louer la salle. Donc en fait, je vends et en fonction de ce qui est rentré, je loue les salles, tu vois. Et des fois, je trouve la salle une semaine avant, tu vois, ou quelques Mhm. jours avant. C'est extrêmement anxiogène. Mais j'ai pas le choix en fait. Je peux pas faire autrement. Tu vois. Encore une fois, il faut surfer sur la vague. Il y a trop de gens qui vont dire ouais, mais je trouve pas la salle. On s'en fout. Moi, j'ai connu quelqu'un qui a fait une conférence au dernier moment dans un parc. Et je trouve ça hyper inspirant, tu vois. Mhm. Et donc, je fais cette tournée, c'est un carton incroyable, ça lance ma boîte. Je vois que je commence vraiment à inspirer des gens. Quelques mois après, je passe en société. Du coup, je crée ma boîte, enfin, je crée ma première SASU, enfin la SASU. Et ça se lance, ça démarre, tu vois. Et 2019, je fais, je crois, 35 000 € de chiffre d'affaires. 2020, je passe à 50 000. Ouais, 50 000. Sachant que j'ai fait. Je le dis parce que on l'a dit, c'est transparence totale. Hein. Mhm. 2020, je rentre 50 000, je sors 80 000. 30 000 € de déficit. C'est la réalité de beaucoup d'entrepreneurs. Genre, on parle du Ex- chiffre d'affaires, mais on ne dit pas ouais, combien est-ce qu'on a sorti de l'autre côté. exactement. Et ça, pour moi, c'est très important. Il y a eu Mhm. plusieurs facteurs à ça. J'ai beaucoup investi. J'ai pas, si, j'ai besoin de me payer. J'ai plus de chômage à partir de 2019. Je me paye pas beaucoup, hein, forcément. Je me paye moins qu'un RSA tous les mois. Mhm. Euh, et, euh, et en fait, en 2020, c'est le Covid. Donc, en fait, fin de la tournée 2019, j'ai une frustration. C'est qu'en fait, en tournée, je vends mon coaching. Mhm. Donc, ouais, ça fait rentrer beaucoup de cash. Par contre, je vends mon temps d'une manière phénoménale. Et je me retrouve un peu Sous dégoûté, tu vas l'eau. dire. Ouais, Ouais, sous ouais. l'eau. Et en fait, je me dis 2020, je vais partir sur de la formation de groupe, il faut que je scale un peu mon business. Donc, Mhm. j'ouvre l'incubateur, qui est la première version, apprendre aux gens de devenir entrepreneur, en groupe et tout. Incroyable, j'adore. Je fais mes premiers webinaires. Le webinaire de vente, il tombe le soir de l'allocution de Macron. Je dis putain, casse les noisettes là. Comme par hasard, je lance mon premier programme. Il n'y a rien qui va. À chaque fois que je fais un truc, ça challenge. Il n'y a rien qui. Tu vois. Tu retournes dans Pourquoi il... la spirale de la victimisation, quoi. Ah ouais, pourquoi Macron il fait un discours le jour de mon Ouais. webinaire alors que c'est la première fois que j'ai foutu 2 000 € de pub dedans. Mais merde, quoi, j'en ai marre, tu vois. Et je fais une vidéo dans le matin, dire ouais, parce qu'à la base, l'allocution, ça devait être un jeudi, il l'a fait un lundi. Je dis ouais, ce soir, c'est l'allocution, il y a mon webinaire, il y aura que les gens qui ont vraiment envie, qui vont pas se laisser guider par le Mhm. gouvernement, etc. Et euh, et il y a du monde. Il y a du monde, ça va. On fait les bonnes stats. Je vends des places. Je suis pas rentable, par contre. Je vends 6 places et une demande de remboursement. Je suis pas rentable parce que j'ai 110 vidéos à tourner. J'ai mis 2 000 € de pub. Et en vrai, avec tout l'effort, vendre un coaching aurait été beaucoup plus simple. Tu vois. Mais Mhm. c'est pas grave, je me dis, je construis la première brique de ce que je veux faire. Et fou comme je suis, le Covid démarre. Moi, je me dis, allez hop, investis 30 000 € dans un coaching. Donc, je me prends une coach à 30 000 €. Chaud. Sacré décès. De quoi? Chaud. Il Ah, était fou. chaud. Et Mais Antoine à même fond. fou. Plus que chaud, j'étais Mhm. fou. Mhm. Bercé par l'illusion d'une personne que j'ai vue sur scène, par sa communication et tout, je fais malheureusement confiance à cette personne. Je n'écoute pas mon intuition, parce que le jour où je signe le contrat, j'ai mon cœur qui me dit non, ne signe pas. Mais je le fais quand même. Parce que je me dis, oui, Mhm. bah, ça va, j'ai compris, je vais y arriver, tu vois. Grossière erreur. Mhm. J'avais un business qui tournait entre 0 et 5 000 à 6 000 € par mois à ce moment-là. Et là, je me retrouve à faire 0 tous les mois, depuis l'accompagnement. Parce que j'applique, je suis un bon élève, j'applique ces trucs, je suis bien coachable, et ça ne porte aucun fruit. Et moi, je dis à cette Mhm. personne, écoute, on va Un petit arrêter. souci. Ouais. C'est ça. Je la paye mensuellement. C'est un contrat à 30 000 €, mais je la paye tous les mois, cette somme-là, sur un an.
Je dis, écoute, on va arrêter parce que, en fait, même si je vais au-delà, je n'ai plus d'argent, je ne peux plus me payer, il n'y a rien qui rentre. Il y a des gens qui me disent qu'ils comprennent plus rien à mon marketing, que ça ne me ressemble pas. Ces personnes me faisaient croire que j'étais full, que il y avait qu'une place qui se libérait parce que j'étais bon. En fait, c'est un truc, mais n'importe quoi. Tu vois. Et j'apprends que cette personne-là, je suis allé la voir parce que je voulais scaler mon business. J'apprends que cette personne-là, en fait, faisait plus d'argent en coaching qu'en automatique. Je me dis, mais c'est pas normal, c'est pas ce qui était convenu. Enfin, tu vois, c'est pas ce qu'elle communiquait. Et je me dis, on arrête. Elle me dit, non, on n'arrête pas. Je dis, bah si. Tu peux payer, de toute façon, on arrête. Elle me dit non. Je dis, bah, j'ai arrêté de te payer et puis moi, je te dois plus rien, tu me dois plus rien, on arrête comme ça. Je reçois une lettre d'avocat. Vous devez nous verser 20 000 euros dans les 15 jours. Et là, j'ai pas fait le malin, je dormais plus, hein. Horrible. Mhm. Vraiment, je rentre dans un état mais affreux. Je me dis, mais putain, je vais devoir fermer ma boîte. Je pense à des éventualités comme ça, tu vois. Mhm. C'est pas possible. J'ai jamais réussi à réunir autant d'argent d'un coup. C'est mort. Là, vraiment, je rentre dans un. Là, c'est pas possible, quoi. Là, tu crois pas que c'est possible à ce moment-là. Ouais, là, je suis dans une Ouais. merde noire. C'est horrible à vivre. Et, Mhm. et en fait, je trouve un avocat. L'avocat, il lit le contrat. Il me dit, vous êtes foutu. Vous avez signé un contrat où c'est écrit Que vous engagez à payer jusqu'au bout, non? Un un truc comme an ça. ferme, non réductible, sans Mhm. engagement de résultat. Moi, j'étais assez fou pour signer un truc comme ça. C'est ça. Donc, en Il y fait, avait... C'est ça. Tu avais signé, tu t'étais toi-même, peu importe qu'il y ait des résultats ou pas, engagé en fait pleinement, sans... même s'il n'y avait pas de ROI, quoi. exactement. Mhm. Euh, je trouve un arrangement avec cette personne-là et je me retrouve à lui envoyer. Alors, attends, avant ça, j'ai toujours cette pression des 20 000 balles. Mhm. Et, euh, et je me dis, il faut que je trouve une solution. C'est hors de question que je ferme ma boîte. Enfin, je suis fait pour ça. Rien m'arrêtera. Et je bosse avec Damien Joly à ce moment-là, qui est un très bon ami, qui est dans le branding, le marketing et tout. Et il me dit, écoute Antoine, je vais bosser pour toi gratuitement. Tu me payes après et on va trouver des solutions. Donc on met en place un nouveau branding, une nouvelle com. Mhm. Et on fait un lancement. Je dois faire des choses que j'aime pas, donc la prospection, mais je n'ai pas le choix. Ouais, là, C'est- c'est- c'est ça. Tu fais ce qu'il y a à faire, quoi. Exactement. Et, euh, et donc là, à ce moment-là, voilà, je rentre 25 000 euros en 15 jours. Alors, on avait réussi à allonger les délais, hein, parce que c'est pas les 15 jours, ça a été un mois après, hein, la fameuse lettre, hein. Ouais, ouais. J'ai réussi à rallonger les délais. Et en fait, moi, je peux pas sortir, j'ai pas envie de sortir cet argent-là, tu vois, non plus. Parce qu'il y en a une bonne partie qui est déjà repartie. Il fallait que je me paye et tout. Et en fait, je trouve un arrangement avec cette personne-là euh, qui est, bah, j'ai dû lui envoyer 800 balles par mois pendant 8 mois, je crois aussi, hein. En échange de rien, par contre. J'avais plus de coaching ni rien, tu vois. Et j'accepte parce que j'ai pas le choix. Donc 2020, donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait 80 000 euros, 30 000 euros de déficit. Moi, comptable, paniqué. Moi, je dis, je m'en fous. C'est quoi 30 000 euros? Moi, je continue. Genre, c'est pas ça qui va m'arrêter. 2021, je fais 100 000. Je passe le cap des 100 000. Ça, euh, vraiment, en fait, j'ai quasiment doublé mon chiffre d'affaires tous les ans. Euh, Cette année, c'était bien parti. Jusqu'à le fameux accident de voiture. Je sais pas Mhm. si t'avais vu. J'ai vu Euh, passer, mais ouais. raconte un peu, ouais. Et après, du coup, on arrive bientôt à la fin. Je parle beaucoup, je suis désolé. Tu m'as demandé l'histoire, je raconte tout, les échecs, les réussites et tout, hein. Vas-y, c'est très bien, c'est parfait, c'est le propos du podcast. Ok. Et en fait, voilà, l'année démarre très bien. J'ai vachement monté le prix de mes accompagnements individuels. J'ai vendu un accélérateur d'entrepreneurs, donc un programme avancé avec des immersions et tout. Euh, L'incubateur, il y a eu du monde dedans, donc l'argent arrive. Et je me dis, ça y est, cette année, je vais faire même peut-être 300 000, c'est bien parti. Mais du coup, je suis fatigué. Je commence à être fatigué parce que je fais Mhm. tout dans ma boîte. Je fais tout dans mon entreprise. Je continue même à investir sur moi dans du marketing, de la stratégie et tout, alors qu'en vrai, j'aurais dû commencer à déléguer ça depuis un an, tu vois. J'aurais dû arrêter de moi emmagasiner de l'information et de tout faire. Ça fait, en fait, c'est tout l'argent que j'ai Mhm. mis, j'aurais dû en fait payer des gens pour le faire à ma place. Mhm. Et j'arrive à une sorte de dégoût, tu vois. Genre, faut que je fasse ce tunnel de vente, j'ai pas envie, et donc je fais pas, je procrastine. En fait, je commence vraiment à avoir une vraie frustration. Genre, je fais beaucoup de déplacements,
Mmh. Euh, je suis assez épicurien, donc tu vois, moi j'aime bien les très bons whisky, les bons vins. Et alors, je suis pas, je ne bois jamais à outrance, Mmh. mais voilà, tu vois, c'est parfois deux, trois verres dans une soirée. Et début juin, je pars à Paris. Il y a 3 soirées entrepreneuriales. Et donc, à chaque fois, quelques verres, tu vois. Sauf que, encore une fois, pas des verres où je suis bourré, tu vois, mais Oui, c'est j'ai ça. pas des Mmh. nuits réparatrices, Ouais. Mmh. tu vois. On est en Alsace à ce moment-là. Et le 5 juin, c'est le jour du déménagement. Alors, ma compagne était partie une semaine avant parce elle avait signé un contrat ici dans les Pyrénées pour travailler. Donc, le 5 juin, grand départ, j'ai 12h30 de route. D'accord. La voiture chargée à bloc. Et la veille, je pars de Paris à 6h du matin, en ayant une nuit pas bonne. J'arrive en Alsace, commence à faire les affaires, je vais voir mes grands-parents pour leur dire au Mmh. revoir. Sauf qu'il y a un souci, au lieu de prendre une demi-heure, ça me prend 4 heures. Le soir, j'avais promis de dire au revoir à mon oncle et ma tante en allant manger chez eux. Je leur ai dit: «Je ne boirai pas parce que demain j'ai de la route, je suis fatigué». J'ai craqué, on a pris 2 pintes de bière parce que le cadre était voilà, je me suis laissé aller. Et je rentre chez moi à minuit et la voiture n'est pas chargée, donc je me couche à 2h du matin. Je Mmh. pars à 5h. Mmh. Tu vois le truc? Le réveil sonne à 5h, je dis: «C'est mort, je dors au moins 1 heure de plus, ça c'est juste pas possible». Et je prends la route. Ça se passe bien au début, je suis fatigué, mais ça va. Donc j'ai le chat à ma droite, la voiture blindée. Sur la Tesla, il y a un coffre à l'avant, un coffre à l'arrière, tout dégueule tellement qu'il y a des trucs. Je fais ma route et tout, et puis à un moment, je m'endors sur l'autoroute et je l'ai pas vu venir. Je me suis toujours dit: «Je comprends pas les gens qui s'endorment, c'est pas possible». Enfin, des fois, tu es mort le soir, tu sais, tu es fatigué, tu arrives pas à t'endormir. Tu te dis: «Comment on peut s'endormir dans une voiture?» C'est ça. Mais ça Et là, arrive, tu le vis, quoi. Ouais. ouais, là, je m'endors, je crois que je suis à 140 à ce moment-là, et je pars, en fait, dans les rambardes. Donc je détruis tout le côté droit de la voiture, foutu. Moi, j'ai rien, j'ai de la chance. La voiture est quand même très bien, j'ai bien pu reprendre la route, enfin maîtriser le véhicule. Mon pauvre chat, ça a été horrible pour lui, mais il a valsé il a rien eu heureusement. Alors, il a Dans valsé dans la l'habitacle? voiture, dans Mmh. l'habitacle. Moi, je m'arrête sur le bas-côté et con comme je suis, je me dis: «Bah, c'est que de la carrosserie, je continue, il faut pas que je sois à la bourre». Je remets la voiture en marche et je pars. Et là, c'est clac, 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 ça fait du bruit de partout. Je comprends que la voiture elle est foutue. Et donc là, je suis dans la merde, hein. Et en fait, ça me fait un bon, après voilà, j'ai un taxi qui m'amène, jusqu'à Toulouse. Sauf que là, en fait, il se passe un truc, c'est que tu vois, j'ai perdu un pote d'enfance dans un accident de voiture. Je viens de faire un accident de voiture, j'aurais pu y passer. Heu, j'ai vécu cet accident parce que j'ai trop tiré sur la corde. Je fais cet accident, jour pour jour après la livraison de la Tesla, 1 an après. Je me dis: «C'est symbolique», tu vois? 1 an après, avoir eu cette Tesla, tu fais cet accident, sachant que cette Tesla, en plus, venait d'un challenge. Je vais donc, avril 2021, je vais au concessionnaire Tesla avec un ami, on teste la Tesla. Lui, il me dit: «Je l'achète». Et moi, je dis: «Ouais, attends, je sais pas, j'ai pas l'argent et tout». Et puis le jour où il l'achète, la Tesla, tu peux l'acheter avec ta carte bleue, hein. Tu prends ta carte bleue, tu fais un acompte de 100 balles, elle est commandée, tu vois? Et là, tu vois, j'ai le côté compétitif, challenger qui rentre en moi et je sors ma carte bleue, je prends la Tesla. Et je dis au gars: «Il y a combien elle est livrée dans combien de temps?» «35 jours». «OK, il faut que l'argent quand?» 7 jours avant». «OK, j'ai 28 jours». 28, 27, 29 parce que, c'était un 31, enfin on s'en fout. J'ai 29 jours pour trouver l'argent. 60 000 €. C'est ça que j'allais dire, la Tesla, c'est combien? Voilà. Mais je les ai trouvés. J'ai conditionné mon cerveau tous les matins. Je faisais, 1 heure et demie d'hypnose par jour sur l'argent. Je me suis matrixé le cerveau, et ça a marché. Donc tu vois, ça a fait un lien, challenge, mec, il faut que peut-être que tu arrêtes de toujours pousser, toujours trop loin et tout, tu vois? 1 an après. Et en fait, j'ai, vécu, jusqu'en octobre, là, c'est récent, une période très complexe je n'arrive plus à travailler. Mmh. C'est pas possible. Surtout qu'en plus, bah, moi, j'avais réinvesti, quasiment 30 000 € dans notre accompagnement. J'ai repris un accompagnement à plus de 10 000 € en août. Je continue à sortir beaucoup de cash, quoi, sauf qu'il n'y en a plus qui rentrent. Et donc je me retrouve vraiment dans une situation complexe.
Bon, en coaching individuel, ça va, ça tourne, hein, j'ai pas de souci. Mais tu vois, je rentre vraiment dans une période très, très dure parce que je suis dégoûté, en fait. Mmh. C'était une période où même tu me filais un tunnel de vente. Tu me dis, si tu copie-colle ce tunnel de vente, à la fin du mois, tu fais 200 000 euros. Je le Tu faisais étais pas. déjà fatigué, ouais, c'est ça. Je- Tu je- étais au bout du bout, quoi. Et ouais, tu je pouvais plus. étais toujours solopreneur à ce moment-là, du coup? Parce que ce que tu Pardon? disais, tu délègues pas, tu es Ouais. toujours dans une optique, je fais tout de A à Z dans ma boîte. Parce que là, C'est quand ma tu grand. dis, copier-coller, le tunnel de Ouais. vente, je veux dire, ça pourrait être quelqu'un d'autre qui le fait, quoi. Mais c'est voilà, justement. Mais comme tu n'as plus l'argent. Ouais. Mais du coup, tu Ouais, vois, par exemple, ouais. si quelqu'un le fait, bah, oh, pas de problème, tu vois. Et donc voilà, vraiment, je Mmh. vis cette période extrêmement dure. Mmh. Je prends conscience qu'en fait, ça fait 2 ans que tous les 100 000 que j'ai investis quasiment, j'aurais dû payer une équipe avec ça, tu vois. J'aurais Mmh. dû payer une équipe et pas l'investir sur moi, en fait. C'est la leçon apprise, quoi, quelque part de Exactement. ces c'est ça. Mmh. Exactement. Et là, bon, là, ça se relance, etc. Ça repart, tu vois, il y a pas de problème. Parce que ce n'est que inspiration, expiration dans la vie. Mmh mh. Mais tu vois, voilà, ce parcours-là, je pense avoir fait les pires erreurs de ma vie entrepreneuriale, enfin, que les gens peuvent faire, trop investir, jouer Mmh. un rôle, euh, se tuer, se mettre sa santé de côté. euh, Plein de choses comme ça. Maintenant, j'ai des règles définies. C'est je ne bosse plus à partir de 19h, je ne bosse plus Mmh. le week-end, sauf si j'ai envie. Quand Mmh. c'est un je dois, je ne le fais pas. Je bois plus d'alcool en semaine. C'est niet. Tu vois, c'est Fini. plus une goutte Mmh. d'alcool en semaine. Parce que enfin, j'hésitais même à arrêter 100% l'alcool, mais j'adore ça. Enfin, j'adore les bons, les bons spiritueux, les bons vins. Comme je Mmh. ne bois pas à outrance, pour moi, c'est pas un problème non plus, tu vois. Donc voilà, Mmh. je me définis de nouvelles règles et voilà. Donc voilà un peu mon parcours. 1 heure, je suis désolé. Non, c'est super intéressant. Merci Antoine pour ce parcours. En tout cas, il y a pas mal de ouais, de rebondissements, on va dire ça comme ça, pas mal de choses que tu nous as partagées qui, bah, je trouve sont très intéressantes, surtout pour des profils, bah, entrepreneurs justement. Je te remercie déjà pour, bah, on parlait d'authenticité, donc je trouve ça vraiment, voilà, inspirant d'avoir enfin quelqu'un, je veux dire, qui, bah, va te dire, ouais, ce que tu as dit, «Bah, ouais, génial, j'ai 50 000 de chiffre d'affaires, mais 80 investis, donc du coup, en fait, je suis en déficit de 30». Je dis: «Mais je pense qu'il y a ça», tu vois? Quand tu dis les enseignements, c'est trop investi, trop, enfin, le nombre d'entrepreneurs qui sont en déficit, mais qui le disent pas parce que tu as dit un élément qui est, hyper intéressant à un autre moment de ton parcours, sur le fait d'avoir honte, pendant quand tu voulais intégrer le mastermind là. Ouais, Mais tu en parles à plusieurs reprises finalement quand ton père t'appelle pour dire: «Ah ouais, les impôts, la taxe foncière, ouais, ouais, c'est bon, je gère, t'inquiète». C'est aussi la honte qui drive le: «Ouais, ouais, je gère, complètement. t'inquiète», la Ouais. façade. Et la honte est justement en termes de résilience un des éléments clés pour empêcher justement cette résilience. Même si tu as un fort drive de, tu sais, une sorte de foi en fait qui t'habite dans tout ton parcours, tu as la foi que ça va marcher, quoi. Tu la Complètement. et en même temps, cette ambivalence, ce tiraillement de l'entrepreneur, n'est-ce pas? Il est profondément optimiste et il est orienté vers le futur, et en même temps, tu es obligé d'être résilient, je pense, en étant entrepreneur, et en même temps, quand il est dans le dur, c'est tellement facile d'abandonner, quoi. C'est tellement Exactement. facile de se trouver des excuses, Mmh. et c'est tellement facile aussi d'aller au forcing, comme tu dis, de se pousser dans ces retranchements, dans ce côté. Ça peut aussi partir, on va dire, du profil type de l'entrepreneur qui, Mmh. voilà, qui est ambitieux, qui a envie de se dépasser, de prouver, de plaire, de protéger, sa réputation, son image, tu vois? Je trouve que tu as parlé quand même de pas mal de, enfin, Ouais. dans tout ce que tu nous as, partagé, moi je vois tous ces choses-là. Je sais pas si ça te parle? Complètement. Après, tu vois, en parler sur le moment, je pense pas que ce soit une bonne idée non plus. Mmh, ouais. En fait, Mmh. c'est pas inspirant une personne qui va, partager ce qu'elle est en train de vivre de difficile, heu, à l'instant T. Je Mmh. je vais m'expliquer. Tu veux dire quelque chose? Non, non, c'est à l'instant T, Ouais, ouais, au moment où elle est en train de le vivre parce qu'elle est dans une énergie basse, et comme tu disais, tes exactement. vidéos là en été, je sais plus quoi. Tu Tu avais pas parlé de attiré, ça? C'est ça, tu tu es pas attiré. quelqu'un qui est en mode dépressif, tu as pas spécialement envie de te faire accompagner par lui ou C'est de ça. continuer à écouter ce qu'il dit, quoi. Et tu sais, on dit toujours, ceux qui parlent le plus, c'est pas enfin, il vaut mieux agir que parler. Et en fait, dans ces moments-là, il vaut mieux que tu agisses que tu parles.
Tu vas pas tirer de client en disant: J'ai fait moins 80 000, c'est compliqué, nanani». Tu n'as pas envie de te faire coacher ou accompagner par une personne comme ça, d'accord? Mmh. Par contre, tu as envie d'être accompagné par quelqu'un qui va te dire: «Ouais, en ce moment, c'est complexe. Par contre, j'ai une foi inébranlable». Mais tu es pas obligé de rentrer dans les détails, du moins pas pour le moment. J'ai pas de mal à en parler avec le passé, Ouais, mais sur l'instant, je pense pas que ce soit une bonne idée. ouais. Parce qu'il y a Mmh. trop d'émotionnel, on est trop dans le truc encore, tu vois? Et c'est Mmh. pour ça que je suis intimement convaincu qu'on ne sera jamais authentique à 100, parce que parfois, le rôle d'un capitaine de navire, c'est de tenir la barre. C'est de dire à l'équipage: «C'est la merde, mais on va y arriver». Mais s'il dit tout à l'équipage, l'équipage saute par-dessus bord et il laisse tomber. C'est ça, du coup, c'est une mutinerie, il va dire: «Non mais attends, moi je suis pas sur le bon navire, je me barre moi ici, le gars il sait même Je pas où il va». Exactement, et en fait, tu vois, il faut aussi garder cet esprit du capitaine qui va dire: «J'ai une foi inébranlable. Les gars, je sais pas où est-ce qu'on va». Bon ça, il faut pas le dire, hein, d'accord? Mais je sais pas vraiment où est-ce qu'on va, on va le faire, tu vois? Mmh. Oui, mais il y a vraiment, tu vois, c'est ça, je trouve très fort dans ce que tu partages, cette notion, cette dimension et dans les facteurs justement favorisant la résilience, c'est cette dimension, tu sais, du sens. Ouais. En fait, tu donnes un sens. Tu sais, tu as pas le comme tu dis, tu sais pas comment, tu as pas le chemin. Tu vois, à Mmh. chaque fois, et c'est intéressant parce qu'aussi dans ton parcours, il y a plusieurs moments où tu sais même pas comment, enfin, c'est même pas encore possible pour toi d'accéder à comment est-ce que je fais pour, enfin, à chaque pas, tu as été crescendo dans les challenges par rapport, à tes finances. C'est parce que tu as toujours, pu quelque part te dire: «À ce moment-là, OK, c'est la merde, mais je vais quand même trouver une solution» et pas abandonner et pas être dans le défaitisme et bon, tu peux passer par une phase de victimisation, mais au final, tu as tourné, par exemple, tu es à -5, enfin, tu es à -5, -6 et tu y vas quand même, quoi. Tu dis: «Ben, OK, Mmh. moi, en fonction de ce que je prends, direct j'investis, Mmh. et direct je remets des billes dedans». Donc ça, c'est la notion, ça a du sens pour toi de faire ça. Tu ouais, c'est ça, tu parles de foi inébranlable, c'est vraiment ce qui me marque le plus, en tout cas dans ton parcours, c'est, Mmh. bah, en fait, ça va marcher. Je Mmh. sais pas comment exactement, mais ça va marcher et Mmh. même dans les moments les plus, voilà, les plus, où tu peux te sentir, comme tu dis, dans ce truc de, en fait, là, il y a pas d'issue, il y a quand même toujours cette petite lueur d'espoir. Sinon, l'espérance, elle se met en mouvement, sinon, il y a pas. Ah mais complètement, et complètement. Et C'est c'est ça. pour ça que tu vois, aujourd'hui, c'est trop facile d'abandonner parce que trop peu de gens, connaissent cette foi inébranlable. Mmh. Trop peu de gens, Ils sont connectés, quoi. Mmh. ouais, ils sont connectés. Mmh. Je, pour moi, un entrepreneur qui veut vraiment, il trouve les solutions. Je dis pas que c'est facile, hein. J'aime bien partager Ouais. cette phrase Mmh. qui fait parler parce que les gens disent: «Ouais, mais quand on veut, on peut». Mmh. Si on accepte de prendre le temps, mais quand on veut vraiment quelque chose, on y arrivera, tu vois? Pour moi, on peut Mmh. y arriver. Heu, Ça demande une énorme responsabilité intérieure et les gens ont peur de la responsabilité. Mmh. C'est dur de se dire: «Je suis responsable». Alors on n'est pas à 100 responsable de ce qui nous arrive. Par contre, on est à 100 responsable de ce qu'on en fait, et ce qui est intéressant dans ce qui nous arrive, c'est de se poser 2 questions. C'est: en quoi est-ce que je suis responsable de cette situation? Même si c'est 0,01, et je le marque. Voici pourquoi, en quoi je suis responsable. J'ai laissé passer ça, j'ai laissé cette personne prendre le dessus sur ma vie pendant, X années, et cetera. J'ai fait des concessions, bref. Et après, on se pose la question: en quoi je suis pas responsable de ce qui vient de m'arriver? Et du coup, ça invite à 2 changements. Qu'est-ce que je peux changer en moi et qu'est-ce que je peux changer dans mon environnement? Mmh. Parce que si tu es dans un environnement aujourd'hui qui impacte à 90 sur tes résultats, c'est pas bon. C'est que Mmh. tu dois changer des choses dans ton environnement social, heu géographique, de la maison, j'en sais rien, plein de choses comme ça, tu vois? Mais c'est Mmh. très important de se poser ces fameuses questions-là parce que, sinon on fuit dans la victimisation perpétuelle. Mmh. Et c'est tellement facile finalement, de pouvoir se dire, bah, comme tu disais aussi à un moment de ta vie où tu étais dans la dynamique de blâmer l'autre. En Mmh. fait, c'est tellement facile de blâmer, Macron, les étrangers, la conjoncture économique, le Ah oui, covid, ton conjoint, tes enfants, comme tu disais aussi. Enfin, des excuses, en fait, c'est assez facile d'en ah trouver, quoi. oui, «Oui, oui. mais moi, je suis pas né au bon endroit sur terre. Oui, mais moi, j'ai pas fait les études, qu'il faut pour, oui, mais moi» et cetera. Enfin, le «oui, mais», enfin, Et puis tu te rends compte que les gens qui blâment le plus sont les gens les plus malheureux. C'est les gens qui ont moins mmh, de résultats. Tu vois, moi, une fois, ça naît de la j'ai frustration, ouais. Mmh. ah oui, oui, mais j'ai eu une fois un commentaire négatif sur une publication. Mmh En mh. mode: «Ouais, c'est bien beau», j'ai dit: «Beh, très bien, si tu veux, on en discute en Zoom». Enfin, franchement, j'ai pas peur moi de me confronter aux gens, et les gens
ont tellement la gâchette facile sur leur clavier derrière leur écran, quand c'est en face, c'est très différent. Je l'ai fait plusieurs fois, c'est très différent. Mhm. Et je me rends compte, j'ai une personne qui est là, qui râle sur tous les coachs, qui râle sur les marketeurs, etc. Tu sais, il déblaye son truc. Sauf que le gars, il commence ce Zoom avec une bière à la main à 9h du mat. Donc, je lui donne aucun crédit. Je dis, peu importe ce qu'il dira, je lui donne pas de crédit parce que le mec, il boit une bière à 9h du mat. Pour moi, c'est pas possible. Tu vois. Je me rends compte que c'est quelqu'un qui est coach, hein. Donc, une bière à la main à 9h du matin et un coach, c'est triste. Enfin, moi, ça m'attriste de voir ça, hein. Je ne suis pas dans le jugement, Mhm. etc. Et je me rends compte que c'est une personne qui a fait des violences conjugales par la suite. Putain, en fait, je me rends compte, plus j'avance, que les gens qui critiquent le plus, que les gens qui sont le plus dans le ouais, eux, c'est des pauvres personnes. C'est des personnes qui sont, ouais, ce que tu disais, que tu avais développé une sorte d'empathie par rapport à justement toute cette. On est à nouveau sur cette dimension de polarité. Ouais. Il y a de la haine à hauteur de l'absence de l'amour et vice-versa. On va dire Ouais. ça comme ça. Justement, quels sont les apprentissages de sagesse que tu as vraiment à cœur de transmettre aujourd'hui à travers ton histoire, Antoine, aux auditeurs du podcast? Ce serait quoi? Et qu'on ne doit jamais se définir par notre environnement extérieur. En gros, je suis pas la valeur de mon compte, je suis pas la valeur de la valeur de mon compte bancaire. Hum, Je suis pas défini par mes échecs. Je suis pas défini par mes réussites. Je suis pas défini par ce que j'arrive à faire ou pas. Je suis défini par qui est-ce que j'ai envie d'incarner. Euh, Autre pépite de sagesse. euh, Quand tous les voyants sont rouges, c'est le meilleur moment de prendre une décision. Moi, j'aime bien avoir 3 filtres, questions qui passent par 3 filtres quand j'ai une grande décision à prendre. Et ça a été validé par toutes ces grandes décisions là, tu vois, que j'ai prises, que ce Mhm, soit quitter mon boulot, la tournée, la Tesla, des choses comme ça. mhm, C'est est-ce que cette décision, elle est validée par ma mission? mhm. Oui. Est-ce que cette décision, elle est validée par mes valeurs? Oui. Et troisième question, est-ce que j'ai peur? Et si c'est un oui aux 3, il faut y aller. Tu vois, j'aime pas trop le il faut. Moi, je préfère dire, quand un client dit il faut, je dis non, est-ce que tu as envie? Tu vois. Mhm, Mais pour moi, le il faut, il marche dans ce cas-là. mhm. Parce que si c'est validé par ta mission, par tes valeurs et que ça te fait peur, il faut que tu te mettes un coup de pied aux fesses. Parce que tu ne le feras pas sinon. Tu vois, il faut le faire. Parce que ça a du sens. Tu vois. Mhm. Et mais après, tu vois, ça implique une énorme complexité. Qui se connaît assez bien pour connaître sa vraie mission? Qui se connaît C'est ça assez que bien j'allais pour te connaître ses vraies demander. valeurs? Ouais, C'est j'ai ce vu que ta j'allais te réaction. demander. Ouais. Ouais, mais attends, le nombre de personnes qui se posent la question de ce qu'ils veulent vraiment dans leur vie, toi-même, tu dois faire ça autant que moi, d'accompagner les gens sur les valeurs intrinsèques. Mais quand tu vois à quel point, et moi encore aujourd'hui, j'affine, j'ajuste, quelles sont mes valeurs et ça bouge en plus, Mm. ça évolue avec le temps. C'est OK, donc je peux me dire à un moment donné, bah, c'est en accord avec ma mission, mes valeurs, et oui, j'ai peur et j'ai quand même envie d'y aller. En fait, je pense qu'il y a ça, c'est que quand c'est vraiment aligné à ta vision, à ta mission, à tes valeurs, à qui tu veux être incarné, etc., en fait, tu as peur à hauteur que tu as envie d'y aller quand même. Il y a quand même un petit Exactement. truc dans le fond qui paie. C'est pas juste la paralysie de la sidération. Il y a quand même un truc de ouais, mais au dernier jour de ma vie, franchement, est-ce que je vais pas regretter de ne pas l'avoir prise cette décision? Tu vois, moi, en tout Exactement. cas, ça se passe par là. C'est genre au dernier jour de Ouais. ta vie, est-ce que cette décision-là, tu seras OK avec? Mm. Il y a des fois, en fait, tu te dis, bah non, pourtant j'ai peur, mais là, c'est pas le moment. OK, c'est pas le moment, mais tu sais que tu vas pas pouvoir te regarder en face au dernier jour de ta vie si tu le fais pas, quoi. Exactement. Ouais. Mais tu vois, c'est pour ça en fait que tu sais la promesse que je me suis faite le jour où mon ami d'enfance est décédé, c'était ma promesse de tenter quelque chose, pas de réussir. Et c'est ça pour moi la Ouais. subtilité. Parce que Mhm. si tu prends un engagement pour le réussir, tu te rajoutes une charge mentale énorme. Ouais. Si ton objectif, Une c'est juste de le pression. tenter, Ouais. c'est très bien. Mhm. Tu donnes ce que tu Mhm. peux pour le tenter. Il s'est passé un truc pendant ma tournée 2019, parce que 2019, je m'étais acheté une voiture, ma première voiture achetée avec ma boîte, j'étais très content. C'était une Renault Mégane 4. Moi, j'étais comme un foufou, tu vois. Et je l'ai acheté 2 ans après avoir vendu ma première voiture, quasiment quelques jours près, tu vois, très symbolique. Mhm. Et donc, tournée 2019, je la fais pas en train cette fois-ci, je la fais en voiture.
ce que je referais à chaque fois parce que ça donne une liberté. J'ai failli louper des conférences à cause des trains, tu vois. Des trains, ouais. Mais en même temps, la voiture, c'était très fatigant. Maintenant, la prochaine tournée, je vais la faire avec Virginie. On va se relayer, on va être 2 sur la tournée. Et donc, je me fais une pause de 3-4 jours dans le Jura. Mhm. Et je décide, j'adore de rouler, même si je fais une tournée en voiture, je me suis rajouté de la route. Je me suis fait un petit road trip dans le Jura, entre les lacs, les montagnes. C'était magnifique, incroyable. Et je vis une sensation bizarre. Une sensation de me dire, OK, si là tu pars, c'est bon. Mhm. Tu as respecté ta promesse. Tu es dans ta voiture, tu t'es payé avec ta boîte, tu es en pleine tournée de conférence, tu vis des moments incroyables. Tu t'inspires des gens, tu t'inspires, tu accompagnes des gros entrepreneurs à faire des gros résultats. C'est bon. Alors, comme si tu Mhm. n'avais plus rien à te prouver, tu vois. Ça y est. Et j'ai adoré cette sensation-là. Il y a une sorte de le reste, c'est que du bonus, tu vois. Mhm. L'idée, c'est pas de me dire j'ai envie de partir. Mais si là, je meurs, c'est bon. Je partirai pas avec des regrets. T'as pas de regret par rapport à la promesse que tu t'es faite Exactement. il y a des années en arrière, quoi. Exactement. Et Et puis, je du me rends coup, compte qu'en fait, tu réussis jamais. c'est ça. Et Ouais. puis là, j'aurais envie de te dire aussi, bah, OK, tu as tenté, on disait, OK, je tente ou versus réussir. Est-ce qu'il y a d'autres choses là maintenant que tu as envie de tenter? Parce que là, c'est entre guillemets, c'est ça y est, cette promesse-là, tu dis, tu n'as plus besoin de le prouver, tu n'as plus besoin de cet objectif, entre guillemets, c'est bon, tu peux partir tranquille par rapport à cet objectif-là. J'imagine bien que derrière, d'autres envies, d'autres désirs profonds ont émergé. Mm. Et qu'est-ce qui aujourd'hui t'anime profondément, toi? Aujourd'hui, j'ai un vrai désir d'expansion. En Mmh. fait, c'est OK, tu as passé tes 6 premières années d'entrepreneuriat à prouver. C'est bien hein, Mmh. à prouver aux autres. Je pense que c'est aussi important. Tu vois, genre, il ne faut jamais prouver aux autres. Ouais, mais ça peut être utile dans Ça un peut certain être un cas. moteur, hein, ça peut être un Ça, moteur. C'est comme, ça peut la être un moteur. colère, ça peut être un moteur, il y a pas de voilà, Exactement. Donc, pas de jugement par moi, rapport c'est à ça. l'expansion aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien. Je suis en train de tourner un programme aujourd'hui qui s'appelle Expansion, qui est Mmh. pour faire des. En fait, tu sais, quand j'ai fait l'accident de voiture, j'ai fait un profond bilan de ma vie, pas que de l'année. J'ai transformé mon état d'esprit et j'ai écrit l'histoire. Et je suis en train vraiment de créer un programme pour faire des vrais bilans profonds, tu vois, sur plusieurs Mmh. jours. Parce que et si je l'ai appelé Expansion, parce qu'aujourd'hui, j'ai un besoin. D'ailleurs, tu es la première personne qui sait que ce programme va sortir. Je l'ai dit à personne, à part Virginie. Mais tu vois, j'avais une profonde envie de, de, de faire les choses en grand. Mmh. euh, Parce que je sais au fond de moi que j'en suis capable. Je sais que maintenant, c'est bon. Tu peux lâcher la bête, tu vois. Tu peux Lâcher les libérer le chevaux. potentiel. Ouais, lâcher les chevaux. Tu vois, par exemple, la prochaine tournée, on voulait la faire en septembre. Sauf que Mmh. comme il y a eu ce contexte-là, alors le chiffre d'affaires a continué de croître par rapport à 2021. Il n'y a pas eu de décroissance, mais la tournée, là, on l'a estimée à 30 000 euros d'investissement. Donc, c'est beaucoup plus que 5 000 6 000 euros des premières Ouais, tournées. c'est sûr. Mmh. Parce que j'ai envie de faire les choses en grand. J'ai envie de faire une tournée dans des lieux plus inspirants. J'ai envie qu'il y ait un cocktail dînatoire. J'ai envie de créer un environnement, en fait, dans cette tournée-là. Ça me challenge beaucoup. Là, je Une me ex reconnecte c'est ça. à des À gros se challenges parce dépasser, que ouais, c'est ça, à se dépasser, quoi. les sommes, ouais, c'est pas rien, quoi. Tu vois, ça demande aussi beaucoup plus d'organisation. Heureusement que j'ai Virginie qui bosse avec moi là, depuis janvier pour ça, Mmh. et janvier 2022. Et ça me challenge beaucoup et ça se connecte à ça. Et j'ai aussi une profonde envie, ça c'est un gros travail que j'ai fait en 2022, de plus chercher à plaire. Mmh. Tu vois, moi, ce qui m'a vachement aidé aujourd'hui, ça a été de me dire, je suis là pour servir et pas pour plaire aux gens. Tu vois? Parce que vouloir plaire, c'est juste pour soi. Quand tu veux servir quelqu'un, tu es à 100% pour lui. Mmh. Et ça, je m'en suis rendu compte même dans les moments complexes. C'est que même quand je galérais, je voyais mes clients passer de 500 à 1 million, enfin 500 000 à 1 million, des gens faire des 0 à 400 000, faire des résultats incroyables. Moi, j'avais rien. Mais en fait, je me dis, Antoine, tu n'es pas là pour toi, tu es là pour eux. Tu es là au service. Tu vois? Et ça Mmh. m'a vachement aidé à donner de la profondeur dans mes accompagnements. Je ne cherche plus à plaire à mes clients, plaire à mes Mmh. clients. Tu vois? Quand je leur dis un truc qui doit être dit, je vais le dire. Même si la personne me fait la gueule pendant 2 semaines, mais c'est très bien en fait, parce qu'on la pousse dans ses retranchements, tu vois. Mmh. C'est Donc ça. tu vois, Mmh. c'est vraiment aussi ce côté du j'ai plus envie de prouver, tu vois. C'est vraiment l'inverse. C'est je vais Mmh. m'étendre, oh, le chat qui vient. Je vais m'étendre en restant profondément moi-même, tu vois. Mmh. Je vais plus chercher
Et faire ça les choses. rejoint cette dimension, enfin, ou cette envie ou cet élan dont tu nous partageais d'être au maximum authentique, Ouais, qui me rappelle du coup ton premier client mécène, on va dire, qui t'a exactement. choisi pour cette raison-là. Ouais, mais là, tu étais authentique là. Ouais. Alors qu'en fait, en vrai, quand je me compare aujourd'hui, je ne l'étais pas. Et en fait, ça m'a aussi appris à, en fait, Mm. être authentique, c'est juste chercher à être un peu plus authentique que la veille, tu vois. Mhm. C'est ça. En fait, c'est Au juste maximum, comme tu disais, et le maximum aujourd'hui, c'est peut-être 1%, mais si c'est le maximum d'aujourd'hui, allons-y à 100%, quoi. exactement, exactement. C'est juste Mm. s'apprendre un peu plus tous les jours, se découvrir un peu plus tous les jours, tu vois. Et Mhm. exprimer une part de soi en restant leader, tu vois. C'est un peu ce qu'on dit tout à l'heure par rapport aux échecs. Ça ne sert à rien d'être vulnérable et de dire c'est compliqué, c'est dur, et puis de dire c'est tout. C'est compliqué, c'est dur, mais voici comment je le gère, tu vois. C'est Voici qu'est-ce que je comment, décide d'en faire, quoi. qu'est-ce C'est que ce je que décide tu d'en es. faire, Et comment je le exactement. vis, ouais. Mhm. Comment n'importe quelle situation qui nous arrive peut être un merveilleux cadeau de la vie, tu vois. Mhm. Voilà. Ouais. Oui, c'est ça. C'est pas juste raconter, comme tu disais, l'histoire au moment où tu es dans le creux de la vague, mais c'est aussi dire comment est-ce que tu transformes ce creux de vague. Et Mm, peut-être que sur le moment, effectivement, comme tu disais, c'est pas le meilleur moment parce que t'as pas, où tu le vis, je veux dire, t'as pas le recul nécessaire, le détachement nécessaire émotionnel pour pouvoir dire, bah, OK, voilà comment je suis en train de remonter la pente, parce que tu es mm. juste pris par tes émotions, parce que tu es humain. Ouais, Et que du coup, ce qui devient inspirant, c'est pas quelqu'un qui dit c'est trop dur, je suis dans le creux de la vague, mais c'est quelqu'un qui dit OK, là je suis dans le creux de la vague et voilà comment je compte surfer sur cette vague-là ou comment remonter en selle ou enfin bref, peu importe l'imaginaire la métaphore mm, qu'on préfère. exactement, ouais. C'est ça. Je reprends mon envol si je boucle avec l'aigle. T'as vu ça? Bien joué. C'est ça. Je reprends de la hauteur, je développe ma vision encore plus grand. Et en fait, c'est rigolo parce qu'on parle, là, ça me fait penser à l'aigle à nouveau. Mais tu vois, tu dis que ton intention pour la suite, c'est cette dimension d'expansion. Et on parle beaucoup d'envergure, tu sais, Mm, chez les aigles. Et il y a vraiment cette dimension, et tu parlais depuis le début de cette notion d'ambition aussi, de vouloir voir grand, de voir loin. mm. Et donc, je trouve que ça fait assez bien écho de ton histoire par rapport à cette vision aussi large que l'aigle peut avoir, cette prise de recul, être capable de pouvoir justement être en haut pour pouvoir, en méta position, pour pouvoir justement euh, Exactement. pouvoir guider à ton tour, quoi. Parce qu'au final, c'est ça. Même si toi, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu nous as partagé, même si toi, au moment où tu guides, tu sers les autres, tu es dans une situation financière où ton chiffre d'affaires, en fait, heu, est dissonant par rapport à le guide que tu es pour tes clients. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire: «Ah ouais, mais non, tu peux pas te faire accompagner par quelqu'un, qui, n'a pas les résultats que tu veux». En fait, si, c'est pas tout à fait, décorrélé. Totalement. Et puis en fait, en vrai, j'ai aussi, je me suis détaché de ça parce que, en fait, si, je les avais les résultats. Je fais beaucoup de chiffre Ouais, d'affaires. C'est c'est juste ça. que je gère mal ou j'investis Ouais. trop, tu vois. Mmh. Donc, tu sais, je me suis aussi dit à un moment, mais de toute façon, ta valeur n'est pas la valeur de ton compte bancaire, C'est ça. tu vois. C'est ce que tu Euh, disais par rapport à exactement. arrêter la confusion entre l'être et le faire. Je ne suis pas C'est ce que ça. je fais. Mmh. Et je ne sais pas ce que j'ai non plus, tu vois. Et Et ça tu aussi, vois, ouais. le mode méta a sauvé ma vie. Tu vois, ce fameux Mmh. carnet-là. Ce Mmh. fameux carnet et un autre. J'avais pas de thune quand j'ai démarré. J'avais rien. Tous les soirs, je me marquais dans ce carnet mes réactions négatives de la journée, mes croyances qui sont venues, les doutes que j'ai eus, les fois où on m'a mal parlé et j'ai réagi. J'écrivais ça tous les soirs dedans. Et sur la feuille de droite, donc j'écrivais ça sur la feuille de gauche, la feuille de droite, j'essaie de comprendre d'où ça venait dans ma vie, pourquoi je réagissais comme ça, et comment est-ce que je peux m'améliorer sur ce point-là. Tous les soirs pendant 1 an, tu vois. Donc les Mmh. gens qui disent ouais, j'ai pas l'argent de me prendre un coach, tu comprends, c'est pour ça que c'est difficile. Prends un carnet, tous les soirs analyse-toi, avec authenticité, vérité et transparence et sincérité. Tu vas te rendre compte que tu peux aller très loin rien qu'en faisant ça. Et responsabilité finalement, comme tu disais. Je trouve que Totalement. là, tu vois, tu notes dans ton carnet les réactions. Je trouve ça intéressant parce que tu Mais notes les oui, réactions et puis après tu reprends ta responsabilité en disant: «OK, si j'ai réagi comme ça, d'où ça vient? Comment est-ce que je prends en charge exactement. cette partie-là, quoi?» Donc on est vraiment dans la capacité à répondre après, enfin tu Ah développes ouais. ce muscle-là, quoi. Moi, c'est ce que je dis en début de toutes mes conférences, en début de webinaire.
Même des fois, au début de call de vente, je dis, je vais peut-être dire des trucs, tu auras des mauvaises réactions. Je t'invite juste à prendre du recul là-dessus. Pourquoi tu as réagi comme ça? Tu vois? Mhm. Mhm. Si je te dis, que tu te complains dans ta médiocrité et que médiocrité te hérisse les poils, eh ben, c'est qu'il y a une raison. Ok. C'est qu'en vrai, tu te complains dans ta médiocrité. Ça te fait chier de Mhm. l'entendre. C'est pour ça que tu te mets en mode défense. Mais juste prendre du recul sur ce que tu viens d'entendre. Et ce soir, Mhm. moi, c'est ce que je dis en conférence, hein, notez tout ce qui vous a hérissé les poils ce soir avant de vous coucher, réfléchissez-y. Vous allez voir qu'en fait, ça fait écho. Et que si vous êtes honnête Ouais. avec vous-même, il y a un C'est travail à faire. ça, c'est ça, il y a du travail à faire et ça peut commencer par, effectivement, le plus petit pas possible, enfin, la méthode Mmh. Kaizen, hein, comme on dit, le plus petit pas possible pour les auditeurs, ce serait, de prendre un carnet. En tout cas, c'est la Mmh. pépite, que tu nous partages, en plus de toutes celles que tu nous as partagées, de bien dissocier qui on est de ce qu'on fait et de ce qu'on a, donc Mmh. et vraiment définir qui on veut incarner. J'ai noté aussi ça, cette dimension de: «OK, qui je veux vraiment être au dernier jour de ma vie, finalement». Mmh. Et pas qu'est-ce que je veux avoir réussi ou avoir accompli, au dernier jour de ma vie, qui sont Totalement. 2 perspectives différentes. Tu nous disais aussi, une autre pépite qui était que, quand tous les voyants sont rouges, c'est le moment de prendre une bonne décision avec la passoire, c'est pas la passoire de Socrate, mais presque, on pourrait, revisiter. Est-ce que c'est bien validé par ma mission, mes valeurs? Est-ce que j'ai peur? Parce Ouais. que et j'ai envie, du coup, d'y aller parce que, ça fait sens pour moi. Mmh. Et aussi cette dimension de servir plutôt que de vouloir plaire, de plus être dans cette dynamique de ouais, ça, de complaisance ou d'autocomplaisance qu'on peut voir. Bon, OK, je vais te caresser dans le sens du poil parce que c'est pas ça qui fait, alors il y a pas besoin d'être, comment on dit, non plus, maltraitant. Mais, dire la enfin, Bien sûr. il y a un excellent livre, que tu connais probablement, Profession Coach. Il y a une phrase je crois qui me marquera à vie, qui est, dis aux gens quand on est coach, dis aux gens ce qu'ils veulent pas entendre, montre-leur ce qu'ils veulent pas voir. Parce que finalement, c'est pour ça, en fait, qu'on prend un coach, Exactement. c'est pas pour qu'il nous dise qu'il nous caresse dans le sens du poil, Mmh. mais qu'il soit confrontant et qu'il y ait des réactions, Complètement. qui nous mettent en conscience: «Tiens, là, je suis en réaction, là, j'ai appuyé sur un bouton que je savais même pas qu'il existait quelque Complètement. part». Mais tu vois, c'est même dans un processus de vente, c'est extrêmement puissant aussi parce que, c'est dans Profession Coach, hein, il parle de critères clients. Mmh. Heu, plus tu vas être, tu vas mettre en place des critères clients, plus tu vas avoir des clients incroyables, tu vois? Mmh. Et j'adore pousser dans les retranchements les gens en appel de vente. Mmh. Parce que je me dis que s'ils sont aptes à prendre À du recul encaisser ça. et à encaisser ça, ça va être des clients incroyables, C'est ça. tu vois? Et moi j'ai une cliente une fois qui m'envoie un message, du coup une prospect à ce moment-là, elle m'envoie un message, elle me dit, «J'ai jamais pris de coach, j'ai une boîte, j'ai 10 salariés, j'ai vu ton post comme quoi tu avais une place qui se libérait, donc je veux prendre un rendez-vous avec toi, et on verra après». Et là je dis: «Ouh là, j'ai un profil contrôlant». Elle veut décider de mon process de vente. Je dis: «Je vais la confronter dans ce truc-là». Et j'ai été chiant pendant l'appel là-dessus. Elle voulait un appel, tu sais, elle voulait plusieurs appels pour voir et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai confrontée, elle a dit: «J'ai jamais eu ça, j'aimais pas les coachs, je pensais que c'était du bullshit». Là, tu m'as fait prendre conscience qu'en fait, quand on nous dit ce qu'on ne veut pas entendre, il y a des portes qui s'ouvrent derrière. Elle est passée du: «On va attendre, prendre le temps» à: «Je te fais le virement, dans l'heure». Et C'est c'était, ça. 12 000 € comptant. Mmh Tu vois? mh, C'était mmh paf, mh. Mmh. un virement comme ça. Et c'est, je suis encore en train d'accompagner aujourd'hui, c'est un accompagnement qui est incroyable. Mmh. Parce que j'ai testé la personne, j'ai validé. Alors que si j'avais voulu lui plaire, j'aurais fait 2 rendez-vous, nanani nanana, et puis en fait, on n'aurait pas été en profondeur, autant, Mmh. tu vois? Mais c'est toujours, comme tu le disais, dans l'intérêt de la bienveillance. Ouais, c'est ça, il y a pas besoin d'être maltraitant, mais par contre, ça me fait rebondir aussi par rapport à ce que tu partageais sur le fait que tu avais défini des règles suite à ton accident. Ouais. Et ça, tu vois, on parle beaucoup du cadre dans le coaching aussi, mais il n'y a pas que dans le coaching, dans la vente aussi, dans le processus de vente, celui qui pose, celui qui pose le cadre, c'est celui qui permet à la personne, dans un cadre défini, de pouvoir s'expandre, justement, mais un cadre qui est sécuritaire, qu'il connaît bien. Tu sais, toi, tu vas pas maltraiter exprès tes prospects, c'est pas ça. C'est que tu es tellement connecté au fait d'être justement à leur service que, tu peux,
voilà, tu peux tout te permettre en fait d'être beaucoup plus Mmh. authentique, de dire bah écoute, on va être radicalement honnêtes les uns envers les autres. Bah là, en fait, ce que tu te racontes, c'est une histoire qui tient pas debout. C'est ça. Ouais et puis Donc, après, toujours demander l'autorisation. Ça, c'est très important oui, aussi. bah, bien Moi, sûr, à chaque fois que, pas y aller comme un tu sauvage. voilà, il y a pas longtemps, j'ai une cliente qui prend un grand engagement, qui répond aux 3 critères, c'est valeur, mission, peur. C'est ça? On vérifie tout, c'est possible et en vrai, elle prend pas tant de risques que ça, tu vois? 2 jours après, elle m'envoie un message, je laisse tomber, je ne vais pas le faire et tout. Je lui dis: «On en discute au prochain rendez-vous». Mais moi, en fond de moi, je suis en rage. Je dis: «Putain, ça m'énerve les gens, c'est pas possible, putain». Mais tu vois, genre, ça me je repense à mon histoire, tu vois? Parce que Mmh. pour moi, il y a pas d'excuse assez grande pour t'empêcher de vivre ta mission, tu vois? Et Mmh. heu et donc je commence le call, je dis: «Bon écoute, j'avais prévu un truc pour ce call là, on va pas le faire. Est-ce que tu m'autorises à te parler sincèrement là? À te dire des choses qui vont pas te plaire?» «Oui». J'ai passé une demi-heure à, lui montrer la vérité. Enfin, c'était très dur pour elle, hein. Mmh. OK. Et après, on a essayé de vérifier si ses excuses étaient vraiment valables et elles étaient bien préparées ces excuses, hein, mais pas assez fortes pour, tu vois, comme je t'ai dit, il y a pas assez d'excuses assez grandes pour, éviter de vivre sa mission, heu et finalement, elle a pris cet engagement-là, elle l'a fait et elle m'a dit: «Depuis, je revis». Ça m'a reconnecté à quelque chose d'extrêmement puissant. Je sens que Mmh. j'avance, ça m'excite, ça me fait peur, j'ai trop envie. Tu vois, il y a un champ des possibles incroyable qui s'est ouvert, qui, Mmh. était à la base fermé, tu vois? Mmh. Donc c'est être au service de ses clients qui fait la différence et qu'on vende des produits ou des services, c'est pareil, c'est pareil. C'est ça. Yes. Et donc la dernière pépite aussi que tu partageais justement pour les personnes qui, se diraient: «Ben, j'ai pas la possibilité là, de me payer un coach et cetera». Hem, c'est, bah, déjà de commencer par un carnet, un stylo. On peut tous faire ça le soir, enfin on appelle ça du journaling ou comme on veut. Ouais. Mais de voilà, de se poser: «OK, qu'est-ce qui» d'avoir cette, conscience finalement de: «Tiens, là, à ce moment-là, j'ai ressenti ça, ça m'a mis dans un dans l'inconfort. Pourquoi est-ce que ça m'a déclenché, en fait? Mmh. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Et comment je fais pour reprendre, plus de liberté, gagner un cran de plus d'authenticité et de liberté justement par rapport à ça?» Mmh. Déjà rien que tu disais que tu avais fait ça pendant un an, avec ton carnet au tout début, avec le carnet d'idées et cetera. Mais je pense que si, il y avait des petites choses comme ça, en fait, les choses les plus faciles, en fait, il y a une phrase comme ça qui dit, je ne sais pas si tu la connais: «Ce qui est extraordinaire, c'est surtout de faire des choses ordinaires qu'il est si facile de ne pas faire». Ouais, ouais, Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est de se ouais. dire, bah, finalement, être en bonne santé, c'est, dormir, boire, enfin, c'est simple. Mmh. Mais c'est tellement facile de ne pas le faire. Donc ce qui devient Exactement, extraordinaire, c'est quand tu le fais. c'est Et ça. pareil avec le carnet, bah, c'est facile d'avoir un carnet, voilà, des pages et tous les soirs, Ah oui, oui. se poser. Mais c'est aussi très facile de, Mais après j'aimerais bien enfiler revenir devant à Netflix ou autre chose complètement, et faire autre chose, quoi. complètement. J'aimerais bien, coupler deux choses. Il y a des gens qui vont dire: «J'ai pas, les finances pour me payer un coach». Mmh mh. Ça peut être vrai, Mmh. mais j'ai remarqué que très souvent c'est faux. Les gens ont l'argent pour se payer des business coachs, des marketeurs, des techniques magiques, des outils stratégiques, tout ce que tu veux. Ça, ils ont l'argent. Par contre, pour du coaching, ils le font pas. Parce qu'il y a, cet attrait à l'appât du gain et à l'envie de réussir vite et souvent, bah, moi, j'ai des gens, qui viennent vers moi après 2 ans d'investissement comme ça, qui disent: «Bon, bah, en fait, je vais peut-être bosser sur moi» et là, comme par hasard, ça marche. Tu vois? Je dis pas qu'il faut, rejeter l'autre, hein, parce que c'est important. Ouais, D'accord? ça fait partie de leur cheminement aussi. Exactement. Mais quand ça bloque aujourd'hui, parce que tu sais, tu disais tout à l'heure, «Ouais, mais les gens, c'est bien beau ton filtre, mais les gens, ils connaissent pas leurs valeurs, leur mission». C'est le premier truc sur lequel il faut investir, en fait. Sauf que les gens, ils le font après 2 ans d'échecs parce qu'ils ont investi que dans de la De théorie, la technique, de la des technique. outils et ouais, c'est ça, du savoir, mais sans jamais Ouais, vraiment se poser la question de, en fait, qui je suis et qu'est-ce que je veux vraiment, quoi. exactement. Et moi, je dis aux gens, «Ouais, ça va, les gens, ils me disent: «Ouais, mais j'ai pas besoin, je vais prendre un business». Je dis: «OK, vas-y, très bien». Et puis, moi, ça m'est arrivé 2 fois, des gens qui m'ont dit, qu'ils avaient pas besoin et 1 an ou 2 ans après, ils m'ont pris en coaching et après ils me disent: «Putain, si j'avais su, j'aurais fait plus tôt». Mmh mh. Ouais, mais c'est que tu avais besoin de vivre ça aussi, tu vois? Tu as C'est besoin de ça. vivre ce process. Peut-être que Mmh tu mh. donnes encore plus de saveur à ce qu'on a fait aujourd'hui que tu en aurais donné avant. Mmh Mais, mh. c'est hyper important et
ça m'attriste un peu, tu vois, ça fait partie de mes combats, de me dire: «Les gens, réveillez-vous, oui, on te dit que le meilleur investissement, c'est sur soi-même, mais il y a 2 types d'investissements sur soi». Mmh. Il y a celui pour se donner bonne conscience et celui pour aller vraiment, au fond des choses, Exactement, j'aime à exactement. dire. Voilà, Donc c'est une très belle façon de le dire. C'est donc une très belle OK. façon de le dire. Ouais, ouais, non, mais c'est comme ça, j'ai envie de dire. Mmh. Ouais. Et beh, écoute, plein de pépites aujourd'hui partagées, et merci de nous avoir partagé en toute, voilà, transparence, authenticité, enfin, voilà, de nous avoir partagé, ton parcours et t'en fais pas, les détails, étaient juste parfaits. Il y a pas eu de moment où en tout cas moi je me suis ennuyée donc je peux imaginer que les auditeurs ce sera pareil. Voilà, J'espère. j'ai vraiment aimé, oui, voilà, toutes ces façons, ces expériences-là qui montrent que, bah, entreprendre, c'est pas que le côté, tu sais, cosmétique, de Mmh, l'entrepreneuriat, c'est bon, j'ai réussi et qu'il y a beaucoup de honte aussi derrière. Enfin que ça peut être le piège de beaucoup d'entrepreneurs justement d'être tellement dans le paraître de: «OK, je veux montrer que je réussis, je veux surtout pas dire qu'en ce moment, je galère un peu, ou que je galère beaucoup d'ailleurs aussi». En tout cas qui c'est aussi de se permettre de s'autoriser plus, en tout cas d'authenticité, beaucoup plus de transparence parce que finalement c'est ça qui peut être, inspirant pour des personnes qui sont en chemin, mmh, qui se disent: «Bah, ouais, c'est enfin, comme toi, quand tu vas dans ce séminaire et que tu dis: «Mais, moi, j'ai créé plein de contenus, moi, j'ai mis plein de choses en place. Qu'est-ce qui fait quelle est la différence qui fait la différence?» comme on dit en PNL. Eux, ils ont des sous et moi, j'en ai pas ouais, et la différence qui fait la différence, c'est à ce moment-là que tu as percuté que justement, bah, c'était toi, au centre de exactement. tout. On est le Heu, problème et la solution, tu vois? c'est ça. Ça, C'est c'était une phrase aussi, une punchline à ah garder ouais, parce que les gens de disent: «Ouais, ce problème, c'est pas» putain, mais arrête, regarde la réalité en face. Si tu es le mmh problème, tu es aussi la solution et en c'est fait, si ça. tu oses voir que tu as un problème, putain, mais là, tu as compris un truc de ouf. Parce que tu Mmh. arrêtes de fuir Tu pas les dans le choses que déni, tu ouais. es ouais, tu es pas dans le déni. Il y a Mmh trop mh. de gens qui sont dans le déni. Aujourd'hui, je sais pas si tu as vu, il y a une vague, mais et en même temps, je trouve ça bien, tu vois, de femmes qui s'expriment, du féminin sacré, du je me mets en tailleur et puis c'est bon, ça vient tout seul. C'est faux. Ceux qui gagnent de l'argent, le plus là-dedans, c'est ceux qui le vendent en 1er. Mmh mh. Mais c'est faux. Et en fait, c'est un équilibre. C'est l'énergie masculine et l'énergie féminine. C'est, je suis un problème, je suis une solution. Tout n'est qu'une question d'équilibre. Les 2 moments où j'étais le plus malheureux dans ma vie, c'est un quand j'étais pas moi-même, Mmh mh. 2 quand j'identifiais mes résultats et mon avenir à quelque chose qui ne dépendait pas de moi. Donc tu mettais, le c'est la oui, c'est ça, tu mettais, ta valeur sur quelque chose ou sur laquelle tu avais aucun contrôle. Donc du coup, ça Exactement. pouvait que faire du mal. Comme par exemple la spiritualité, à un moment, j'ai Mmh. été dans un délire pendant je sais pas combien de mois, voire enfin semaines, mois, je me mets en tailleur, je fais des mantras, je fais des voyages chamaniques et puis mon business a marché et c'est pas vrai, Mmh mh. tu vois? Parce que derrière je foutais rien. Mmh mh. Donc c'est toujours un alliage, c'est un équilibre, tu Mmh vois? mh. Et c'est pour ça que j'adore cette notion de tâter les extrêmes pour créer l'équilibre, tu vois? Mmh mh. Parce que Et ouais, c'est ça, c'est justement parce que tu as ce goût pour, l'exploration ouais. des extrêmes que tu maîtrises aussi bien peut-être toute la palette des nuances, des polarités, quoi. Exactement. Donc voilà, pour moi, c'est toujours chercher l'équilibre, toujours regarder la réalité en face, même si elle fait mal, et c'est ça qui fera le plus, bouger les gens et je me parle aussi à moi-même, hein, c'est des choses que j'aime me rappeler des fois, hein, Mmh. parfois, il faut juste se rappeler qu'on est le problème et la solution. Yes. OK. Bah, Voilà, sur ces bonnes paroles, on va terminer là-dessus. Aujourd'hui, sur à la fois on est le problème et à la fois on est la solution. exactement. Et puis, aussi je pense enfin ce que je retiens aussi de notre échange, Antoine, aujourd'hui, en tout cas merci pour ça, c'est, aussi, cette notion de foi inébranlable, Mmh, parce que c'est celle qui permet de continuer à avancer même quand on a l'impression qu'il y a plus d'options ouais, c'est ça. finalement. C'est ça, c'est ça. Même quand, eh ben, ça nous permet si on garde cette foi-là, on se met en mouvement et il y a quand même quelque chose qui se passe derrière. Ouais, et honnêtement, c'est ces moments-là qui nous font le plus avancer. Moi, si je regarde mon histoire, mon parcours, c'est dans ces moments-là où j'ai le plus appris sur moi, le business et là où il y a Mmh. le plus de résultats derrière. C'est ça. Mmh.
Ok, génial. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas. Avec grand Ça a plaisir, été un Sandra. plaisir. Et puis, bah, je pense que les auditeurs en auront pris plein les oreilles aussi, comme moi. Et puis, bah, je te dis du coup à très très bientôt, Antoine. Ouais, à très bientôt, Sandra. Merci beaucoup.